Bonsoir à tous. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous m'envoyez et si vous m'entendez et si vous me voyez? Merci beaucoup. Ok, impeccable, merci. Attends juste 2-3 minutes. Ok, vous voyez bien la présentation aussi? Ok, merci beaucoup. Alors j'attends juste 2 minutes hein, que les gens arrivent un petit peu. Alors, du coup, donc bienvenue à tous pour un sujet qui est qui était un peu plus spécifique que ce que j'ai abordé jusque-là, hein, qui va concerner du coup tout ce qui est problème de peau chez les enfants. Alors, comme d'habitude, hein, je vais donner des grandes généralités. Voilà, après, faut se dire que tout est après à individualiser hein, par rapport aux prises en charge. Le but, c'est de vous donner de vous donner quelques clés sur comment fonctionne la peau et comment du coup essayer d'accompagner tout ce qui peut être problème de peau chez les enfants, mais vous verrez aussi ça peut concerner aussi les adultes si vous-même êtes sujet à tout ce qui est eczéma, dermatite atopique, tout ça. Il y aura encore beaucoup d'infos ce soir, alors je vais essayer de pas parler trop vite. Je vous ai mis un doc récap avec des noms de quelques produits dont je vais parler ce soir pour pas vous soyez en train d'essayer de prendre des notes super rapidement. Il est mis dans le chat, mais je vous en reparlerai. Voilà, pour les questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser sur le côté. Je les prends à la fin du webinaire, enfin voilà, à la fin de mon intervention. J'essaye de parler à peu près 1 heure et je prends les questions à la fin parce que sinon ça me déconcentre beaucoup trop. Et on va espérer que cette fois, j'ai pas de problème de connexion comme la dernière fois. Voilà. Donc, on parlera, déjà, je vais reprendre un petit peu ce que c'est que la peau. Alors, je vais insister dessus parce qu'en fait, au final, pour comprendre tout le reste, c'est important de vraiment voir comment ça fonctionne, ce dont il y a besoin, comment la prendre en charge et quels gestes il faut avoir un peu au quotidien. Donc, on va vraiment insister sur qu'est-ce que c'est que la peau et ce qu'il faut faire pour l'entretenir. Et ensuite, on abordera du coup tout ce qui va être la peau atopique, l'eczéma hein, qui découle souvent de la peau atopique, tout ce qui va être aussi allergie, parce que c'est pareil, hein, tout ce qui est allergie de contact peut entraîner pas mal d'eczéma. On parlera de l'érythème fessier chez les enfants, très rapidement des mycoses, et on passera, alors plutôt rapidement, mais pour tout ce qui est accompagnement et prise en charge sur des maladies courantes dans la petite enfance, qui sont la varicelle et le pied-main-bouche. Et on parlera aussi un petit peu des cosmétiques. Voilà. Donc, la peau. Alors, la peau, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que c'est dans votre corps, c'est l'organe le plus grand et le plus lourd. D'accord? Donc, c'est le plus important. Et surtout, c'est le seul organe vital que vous pouvez voir. Hein. Les autres organes vitaux, ça va être le foie, le cœur, les poumons. On ne les voit pas. La peau, c'est le seul que vous voyez. Et pourtant, sans peau, vous ne pouvez pas vivre. Hein, vous imaginez bien, puisque c'est votre enveloppe. D'où le fait que c'est extrêmement important d'y faire attention et d'essayer de la maintenir intègre. Pour que voilà, parce que c'est vraiment l'organe qui vous permet d'être en relation avec l'extérieur. Alors après, dans ses fonctions très spécifiques, elle va servir à réguler la température corporelle, hein, que ce soit pour voilà, quand il fait chaud, vous allez transpirer pour essayer d'évacuer la chaleur.
Quand il fait froid, votre corps, ça va essayer votre peau, elle va complètement se contracter pour essayer de garder la chaleur à l'intérieur. Donc, elle va vraiment servir à ça. Elle va servir à tout ce qui est maintien de l'équilibre hydrique et électrolytique. Alors, voilà, tout ce qui est garder l'eau pour éviter d'être déshydraté. Tout ce qui est synthèse de vitamine D aussi, hein, quand la peau elle est exposée au soleil. Alors ça, c'est quelque chose qui est très relatif parce qu'on va demander en même temps à ce que les enfants soient bien couverts de crème solaire dès qu'ils s'exposent au soleil. Mais en tout cas, le contact avec le soleil, il est indispensable à la synthèse de cette vitamine D, qui est très importante pour l'immunité. Et on en parlera un petit peu de l'immunité ce soir aussi, pour tout ce qui est problème de peau. C'est ce qui vous permet d'avoir un lien avec l'extérieur. Et du coup, de fait, c'est la première barrière immunitaire de l'organisme, hein. Pour ceux qui avaient suivi le webinaire de février, j'en parlais un petit peu. Le premier rempart, les premiers soldats que vous avez dans le corps, c'est votre peau, parce qu'en fait, vous êtes tout le temps confronté à un milliard de microbes, de virus, de bactéries, ce qui fait que vous n'êtes pas tout le temps malade. C'est qu'en fait, vous avez une barrière corporelle, une vraie enveloppe qui vous protège. Et la peau, ça va aussi être un moyen de voir ce qui peut se passer à l'intérieur. Parce que quand on a certaines carences alimentaires, quand on a des malabsorptions, quand on a un peu des stress chroniques ou des inflammations chroniques, ça peut se voir aussi au niveau cutané, hein. C'est là qu'on peut avoir des soucis. Quand on a des altérations de la flore intestinale, hein, des microbes dans les intestins, c'est pareil, ça va se voir sur les érythèmes fessiers, on en parlera après. Donc c'est un beau reflet aussi de ce qui se passe dans l'organisme. Un autre exemple que vous avez, ça va être au moment de l'adolescence, hein, pour les adolescents qui ont des problèmes d'acné, c'est parce qu'on a voilà, on a des hormones qui sont complètement chamboulées et on voit un peu sur l'extérieur de la peau qu'à l'intérieur, il y a encore des petites choses voilà, à canaliser et à régler. Donc, la peau, de quoi elle est constituée? Il y a 3 couches. Voilà, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. L'épiderme, il est très fin et pourtant, c'est vraiment la muraille pour tout ce qui va être agression extérieure. D'accord? Donc, c'est une vraie barrière pour tout ce qui est bactéries et virus. On parlera après vraiment de la spécificité de la peau de l'enfant, hein. Donc, ça, c'est bien d'avoir en tête la peau de manière générale pour comprendre pourquoi c'est très spécifique chez les enfants. C'est dans cette couche-là aussi que vous avez la mélanine. Alors la mélanine qui donne la couleur à votre peau, hein, voilà, vous avez une peau de plus ou moins colorée en fonction de la quantité de mélanine que vous avez. C'est pour ça que dans les pays où il fait très chaud, souvent ils ont la peau beaucoup plus mate, voire complètement noire, parce que du coup ils sont beaucoup plus exposés aux rayons UV et du coup leur corps a naturellement, hein, c'est génétique, produit beaucoup plus de mélanine pour les protéger. Ça, c'est des adaptations génétiques. Et vous avez aussi dans la peau, et celles-là, elles sont très importantes d'avoir en tête, ce qu'on appelle des cellules de Langerhans. Ce sont des cellules immunitaires, d'accord? Donc, c'est des cellules qui sont là pour protéger l'entrée des virus et des bactéries, ou alors, par exemple, quand vous allez vous blesser, vous couper, c'est les cellules qui vont rentrer au jeu en jeu pour éviter que via la blessure ou via la coupure que vous avez au niveau de la peau, les bactéries rentrent et passent dans la circulation sanguine. Donc là, vous avez ces cellules qui vont rentrer en jeu. Mais on va avoir le contre-effet négatif chez les terrains qui ont tendance à faire des réactions allergiques. La réaction allergique, voilà, c'est le système immunitaire qui agit alors qu'il ne devrait pas agir. Et du coup, par exemple, par rapport à la peau, ça va être au niveau de ces cellules-là qu'on va voir le système immunitaire qui va s'activer et entraîner parfois des grosses réactions qui vont donner par derrière l'eczéma, la sécheresse, le psoriasis, hein, dans des problèmes de peau. C'est dû à ces cellules qui sont du coup sur la couche première de la peau. En dessous, vous avez le derme. Alors, le derme, il est un petit peu plus épais. C'est ce qui va permettre à la peau qu'elle soit résistante et élastique. D'accord? C'est là-dedans que vous avez, par exemple, ce qu'on appelle le collagène, hein, qui est assez connu pour tout ce qui est anti-vieillissement, par exemple. Euh, Vous avez tout ce qui est glandes sébacées. Donc, les glandes sébacées, c'est ce qui va permettre la production de sébum. Les glandes sudoripares, c'est tout ce qui va être la transpiration. Donc, la transpiration, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est pour réguler aussi beaucoup la température corporelle. Quand vous faites de la fièvre, en général, quand la fièvre tombe, on va transpirer parce qu'on évacue cette chaleur par la peau, hein, un peu comme une cocotte minute. Vous avez les follicules pileux, donc qui sont la base des poils dans cet endroit-là, qui nous intéressent un petit peu moins là. Et vous allez avoir tout ce qui va être vaisseau sanguin et terminaison nerveuse. D'accord? Donc à partir du moment où vous allez saigner parce que vous vous êtes coupé, c'est que vous avez atteint le derme. Et ça fait mal, c'est que vous avez atteint le derme. Quand vous êtes juste sur l'épiderme, ça ne saigne pas et ça ne fait pas mal.
Voilà. Et ensuite, sur l'hypoderme, donc qui est beaucoup plus profond, là, il y a juste deux fonctions. C'est un isolant thermique et c'est un lieu de stockage, d'accord? C'est là où vous avez de la graisse. Donc, il y a des endroits où on en a beaucoup plus et où il est beaucoup plus épais, comme par exemple au niveau des fesses, au niveau des cuisses, parce que c'est là qu'on stocke le plus de graisse dans l'hypoderme. Et il y a des endroits où c'est beaucoup plus fin parce qu'on en a moins besoin, comme par exemple dans les paupières. Voilà, tout le monde m'entend toujours bien? Merci. Je me sens toujours un petit peu seule derrière ma caméra. Alors, autre chose aussi très 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 important à avoir en tête pour tout ce qui va être là problème de peau, c'est que vous avez à la surface de la peau ce qu'on appelle la flore commensale. Donc là, je vous ai mis la définition de la Haute Autorité de Santé. C'est un ensemble complexe de bactéries qui se situe sur la peau et sur les muqueuses et qui joue un rôle majeur dans la digestion, le contrôle des infections et le maintien d'équilibre immunitaire. D'accord? Donc ça, c'est une flore de bactéries qui sont vos amis. Hein, les bactéries ne sont pas toujours mauvaises. Il y en a qui sont là pour vous protéger. On en parlera avec le microbiote, hein, qui est la flore que vous avez dans les intestins, mais vous en avez sur toute la peau. Vous êtes recouvert de bactéries qui sont très gentilles et qui sont là pour vous défendre. Et à partir du moment où cette couche bactérienne elle est altérée, on va du coup avoir une moins bonne défense immunitaire. Donc sur la peau, ça va se voir directement par du coup des peaux qui vont s'abîmer beaucoup plus rapidement. Et c'est ce qui va se passer aussi, par exemple, pour vous donner un exemple concret, quand un enfant a un érythème fessier après un antibiotique, en fait, il faut vraiment avoir ça en tête, c'est que l'antibiotique va du coup tuer plein de mauvaises bactéries, hein, qui rendaient l'enfant malade, mais va aussi aller attaquer des bonnes bactéries, parce qu'il ne sait pas forcément faire le tri, l'antibiotique. On n'en est pas encore à ce niveau de perfection. Et du coup, l'enfant va avoir à la surface de la peau un petit peu moins de couches bactériennes, donc il est rendu beaucoup plus sensible. Et du coup, forcément, quand il a le siège qui macère dans la couche, il va réagir beaucoup plus rapidement. Voilà, donc cette flore, elle est extrêmement importante et on va chercher à la maintenir au maximum. Alors, chez l'enfant spécifiquement, la peau, elle est beaucoup plus fine. Surtout chez l'enfant nouveau-né, alors encore plus chez les prématurés. Et de toute façon, on le voit bien, hein, on a l'impression qu'ils ont un peu une peau en papier de cigarette. Et du coup, forcément, si elle est beaucoup plus fine, la barrière va être beaucoup moins efficace parce qu'on a beaucoup moins de couches qui vont protéger l'entrée des virus et des bactéries. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle une perméabilité exagérée. Oui, c'est ça que j'ai oublié de dire, mais c'est-à-dire que votre peau, elle vous protège complètement, mais elle n'est pas complètement imperméable. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont passer. Voilà, quand vous mettez de la crème sur le corps, ça va pénétrer. D'accord? C'est juste ces tout petits pores qui permettent aux substances de passer. Hein, c'est pour ça aussi que parfois, on va mettre des crèmes qui sont médicamenteuses, comme les crèmes corticoïdes, qui vont rentrer dans la circulation sanguine à l'endroit où il y a besoin d'agir. Chez l'enfant, du coup, cette perméabilité, le fait que les substances peuvent passer, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante que chez l'adulte, ce qui veut dire que l'enfant peut avoir une déshydratation qui est beaucoup plus rapide parce qu'il peut avoir des pertes en eau beaucoup plus rapidement. La peau va moins jouer ce rôle de garder l'eau. Et il va aussi moins tolérer parfois certains produits, parce que là où les substances, elles vont être triées et retriées dans toutes les couches de la peau avant d'arriver dans la circulation sanguine, lui, le produit va passer beaucoup trop vite, et du coup, il y a des choses qui vont être beaucoup moins bien tolérées. Voilà, d'où le phénomène de réaction allergique par moment. On sait aussi que la surface de la peau d'un enfant, c'est moins acide, et à partir du moment où on a moins d'acidité, il y a plus d'irritation et d'infection possible. Voilà. Ce qu'on appelle le pH, c'est le taux d'acidité. Ils vont avoir tendance à transpirer ou à transpirer plus rapidement, et surtout la sécrétion de sébum, elle est immature. La sécrétion de sébum, c'est les corps gras que vont produire votre peau. Alors pareil, hein, à l'adolescence, on le voit beaucoup aussi, le fait que la peau apprend à réguler un peu cette production de gras. Mais en fait, la production de gras, de base, elle est très importante. C'est ce qui permet d'avoir un petit film, on dit hydrolipidique, hein, sur la peau de l'enfant et de l'adulte, et qui va du coup protéger votre peau. Et comme chez l'enfant, cette sécrétion, elle est immature, il a de base une peau qui est moins hydratée naturellement que l'adulte, ce qui fait que chez certains enfants, les réactions vont être beaucoup plus rapides. Voilà. Et en général, la maturité de la peau, elle commence vers 2-3 ans. L'autre chose aussi qui est très importante à avoir en tête, c'est que les enfants, ils ont une production de mélanine qui est beaucoup plus faible. On le voit chez les bébés de couleur, par exemple, hein, voilà, ils deviennent de plus en plus foncés en fonction au fur et à mesure qu'ils grandissent. Donc ça, on voit bien que la production de mélanine est plus importante. Ce qui veut dire aussi qu'ils sont beaucoup plus sensibles au soleil, puisque la mélanine, je vous disais, c'est ce qui va protéger votre peau des rayons UV.
Alors, qu'est-ce qui peut créer des dysfonctionnements de peau? Alors, déjà, il y a tout ce qui va être le terrain génétique, hein, avec les peaux à tendance atopique. Ça, je pense que tous les parents qui ont tendance eux-mêmes à avoir la peau sèche ou à faire de l'eczéma le savent, hein. Les enfants, en général, vont avoir aussi une peau un petit peu fragile. Alors, pas tous, hein, bien sûr, je mets une généralité. Il y a des parents qui ont la peau fragile et les enfants pas du tout, ou c'est le contraire. Mais en tout cas, il y a un terrain génétique de peau plus ou moins fragile, plus ou moins sensible. Quelque chose qui peut sinon impacter tout ce qui est dysfonctionnement, ça va être les traitements. Pourquoi les traitements? Parce que donc je vous ai parlé des antibiotiques, du fait que ça va par exemple altérer la flore bactérienne. Donc là, forcément, moins bonne protection, la peau est plus fragile. On a tout ce qui va être antiacide ou les inhibiteurs de pompe à protons, hein, ce que j'ai marqué IPP sur mon PowerPoint, ça va être tout ce qui est Inexium, Mopral. Ça, parce que en réduisant le taux d'acidité de l'estomac, ce qu'on va donner beaucoup aux enfants qui ont des reflux, par exemple, on va en même temps limiter l'absorption de certaines protéines ou certaines vitamines qui sont indispensables pour le bon développement du système immunitaire. D'accord? Donc, c'est absolument pas grave, hein. Parfois, il y a besoin de donner ce traitement, mais il faut pas, il faut penser à réguler par derrière si l'enfant va par derrière présenter d'autres problèmes qui peuvent souvent être liés, du coup, à des carences qui ont été engendrées par ces traitements-là. Donc, ces traitements-là peuvent vraiment être facteurs de ça. Ça, on le voit aussi beaucoup. Et tout ce qui va être corticoïde, alors surtout pour les enfants qui font de l'asthme, par exemple, qui ont du Flixotide tous les jours par voie orale, les corticoïdes, ça peut, voilà, ça baisse aussi les défenses immunitaires. Et du coup, ça peut être facteur de mycose beaucoup chez les enfants. Alors ça, ce sont que des choses qui sont pas graves, hein. C'est juste que quand vous avez ce genre de problématique, hein, un enfant qui a eu un traitement et qui par derrière présente des problèmes de peau, il y a juste c'est des petites carences ou des petites choses à bien régler parce que le traitement a entraîné du coup un mauvais fonctionnement de certaines absorptions alimentaires. Tout ce qui va être flore intestinale perturbée, hein, la barrière intestinale, on en a parlé en mars, elle est, ou en février, je ne sais plus quand j'ai parlé de ça, extrêmement importante pour l'immunité et du coup pour éviter l'inflammation. Donc la barrière intestinale, c'est quoi? C'est ce que vous avez dans le côlon, donc la partie terminale de votre système digestif. C'est plein de petites bactéries que vous avez à cet endroit-là et qui sont là pour créer beaucoup de cellules qui vont servir pour tout ce qui est immunité, hein. 70% de votre système immunitaire, il vient de l'intestin, principalement grâce à cette flore intestinale, toutes ces joyeuses petites bactéries qui se baladent là-bas. Et donc cette flore intestinale, elle est beaucoup perturbée par les antibiotiques, puisque les antibiotiques vont tuer, je vous le redis, les mauvaises bactéries, et tant mieux, mais on entraîne aussi un petit peu des mauvaises. Tout ce qui va être cosmétique, on en parlera aussi un petit peu après, hein. Les cosmétiques, il faut avoir en tête que il y a beaucoup de produits qui sont pas forcément bons et naturels et qui peuvent être extrêmement allergisants, surtout chez les enfants, puisqu'on a cette perméabilité qui est beaucoup plus élevée et le fait que certaines substances vont passer dans la circulation sanguine, alors que chez un enfant, elles ne devraient pas y passer. On va avoir un autre gros facteur aussi qui est le stress. Voilà, les personnes qui ont tendance, qui sont de nature un petit peu plus nerveuses et un petit peu plus stressées, en fait, elles vont avoir un état chronique de production de cortisol, qui est l'hormone anti-inflammatoire. Et en fait, cet état chronique de production de cortisol, pardon, cette hormone-là, ça va créer un terrain un peu inflammé de base, donc absolument pas grave, hein, mais ça, voilà, c'est quelque chose de fond, qui fait que vous êtes un peu en inflammation constante et du coup, forcément, le moindre petit élément par derrière, votre corps s'enflamme un petit peu et ça va se voir beaucoup au niveau de la peau. Donc encore une fois, ça, c'est des choses qui ne sont absolument pas graves, ça appartient souvent à des natures, mais dans ces cas-là, on va aller essayer d'aller travailler un petit peu autour de la gestion du stress, pour accompagner aussi, les enfants ou les parents qui ont tendance à être très stressés et qu'on sait très bien quand on a des parents qui sont pas toujours voilà qui sont pas toujours très détendus, surtout quand ils ont un enfant qui est tout petit et que eux-mêmes sont un petit peu inquiets par rapport à leur enfant, ben on va aller essayer de d'accompagner le parent dans la gestion de tout ce qui est un peu nervosité, anxiété par rapport à tout ça et pour éviter que le stress ait un effet aussi sur l'enfant et accompagner aussi l'enfant dans tout ça. Mais le stress est un énorme facteur de problèmes de peau. D'accord? Donc voilà, si vous savez que vous êtes de nature un petit peu stressée, un petit peu nerveuse, c'est la première chose qu'on va aller essayer de travailler. Voilà. Tout ce qui va être manque de sommeil aussi, mais manque de sommeil parce que ça impacte de toute façon sur tout ce qui est réparation cellulaire.
Donc la peau va être atteinte. Et l'excès d'hygiène pourquoi? Parce que je vous disais, hein, la flore commensale que vous avez à la surface de votre peau, elle est là pour vous protéger. Et en fait, si vous vous lavez trop, vous abîmez cette flore commensale. On l'a bien vu au moment du Covid, si vous vous êtes amusé à vous laver les mains tous les quarts d'heure ou à vous mettre du gel hydroalcoolique tous les quarts d'heure, vous avez dû vous en rendre compte. Après, vous avez les mains toutes rugueuses, toutes abîmées, parce qu'en fait, vous avez complètement abîmé cette flore bactérienne et que du coup, votre peau, elle est un petit peu en souffrance par derrière. Voilà, donc j'insiste beaucoup sur la composition de la peau parce que pour comprendre la suite, en fait, c'est quand même très, très important tout ça. Heu, voilà. Donc ensuite, pour ce qui est du coup des problèmes chroniques, on va rentrer un tout petit peu plus dans le cœur du sujet. Hem, alors, on va parler de peau atopique quand on a, une peau qui réagit de façon inflammatoire très exagérée par rapport à l'environnement. D'accord? Ça va être des enfants qui vont avoir tout le temps la peau sèche, qui vont avoir très facilement de l'eczéma, qui dès qu'ils sont, en contact avec l'extérieur ou dès qu'ils se font piquer par un moustique, réagissent, fois 4, qui dès qu'ils ont une poussée dentaire ont un érythème monumental. Donc voilà, on voit en fait on voit que c'est une peau qui va être très, 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 très réactive à beaucoup, beaucoup de choses. Donc ça, souvent, je vous dis, c'est sur les terrains des personnes qui sont un petit peu, enfin, de nature, plus nerveuses, un peu plus speed, enfin un peu comme moi, quoi. Parce que je suis un petit peu speed au cas où ça se voyait pas. Voilà et on va avoir parfois en parallèle, des registres, allergiques. Voilà, chez ces personnes-là, puisque du coup très réactives à l'environnement. Dès que c'est un produit, que le corps reconnaît pas trop, hop, il va réagir. Et donc on a chez ces personnes-là, alors je dis personnes parce que ça concerne à la fois les enfants et les adultes, hein, mais on peut parler spécifiquement des enfants. Il y a beaucoup, beaucoup de terrains prédisposés et souvent c'est des familles où on a voilà plusieurs personnes qui ont tendance aussi à avoir des problèmes de peau comme ça, ou en tout cas qui en ont eu quand ils étaient enfants. C'est rarement une personne qui arrive comme ça parce que souvent ça fait aussi un petit peu partie du caractère familial. Voilà. Pas à chaque fois bien sûr, mais ça arrive. Donc, ce qu'on va vraiment chercher à faire pour dans ces terrains-là, hein, les personnes qui ont des peaux qu'on appelle atopiques, c'est de réduire l'inflammation, d'accord, pour limiter tout ce qui est réaction. Mais réduire l'inflammation, on va passer par l'extérieur, mais on va aussi passer en interne, hein, parce que je vous disais, hein, l'alimentation, les traitements, l'hydratation, tout ça, ça va vraiment avoir un impact sur la qualité de la peau. Donc, on va essayer à la fois en interne et en externe de limiter tout ce qui va être inflammatoire. On va essayer chez les enfants qui ont des tendances à faire des réactions allergiques à limiter au maximum tous les, toutes les substances qui ont des potentiels allergisants, donc particulièrement dans les cosmétiques. Et on va bien sûr, je vous en parlais, accompagner tout ce qui va être gestion du stress et gestion de la nervosité, puisque je vous disais, hein, le stress crée un état inflammatoire un peu chronique qui fait que voilà, c'est comme si vous avez des cendres qui sont là en permanence et que vous soufflez dessus, ça flamme, ça s'enflamme. En fait, ça va très très vite. Donc c'est pour essayer de limiter des terrains un peu voilà, bouillonnants en permanence, pour éviter que ça explose. On va aller accompagner tout ce qui est stress. Alors, au quotidien, déjà, pour toutes les personnes qui ont des tendances à avoir des réactions un peu allergiques ou de l'atopie, on va veiller à bien aérer les pièces, d'accord? Même quand vous habitez dans des villes ultra polluées, l'air de votre maison, il sera toujours moins bon que l'air à l'extérieur, d'accord? Parce que dans les pièces, on en a beaucoup aussi parlé pendant le Covid, donc les personnes qui étaient déconnectées maintenant le savent, tout ce qui est virus, bactéries, microbes, ça prolifère dans des pièces qui sont fermées, et surtout quand vous habitez dans la pièce, vous allez réchauffer la pièce et tout ce qui est des milieux un peu chauds et un peu humides et quand vous respirez, ça crée de l'humidité, c'est des milieux très propices au développement des bactéries. Donc déjà, on va vraiment chercher à aérer régulièrement les pièces, donc au moins une fois le matin et une fois le soir. Ça, c'est très important. Si vous avez, des enfants qui sont vraiment, vraiment, vraiment très réactifs à pas mal de choses, on va éviter tout ce qui va être tapis et moquette ou alors on les aspire vraiment régulièrement avec un bon aspirateur. Ça, c'est pour tout ce qui est présence d'acariens. Pareil, les allergies aux acariens, c'est extrêmement fréquent aujourd'hui, donc on va vraiment éviter ce genre de truc en limitant au maximum toutes les matières qui peuvent faire que, on va avoir, des petites colonies de bestioles qui vont s'installer. Et pareil, pour éviter ça, on va laver très régulièrement, au moins une fois par semaine, tout ce qui est drap et tête d'oreiller à 60 degrés, parce qu'à moins de 60, les acariens ne sont pas tués. Donc vous allez les laver au moins une fois par semaine. Excusez-moi, je bois. C'est pour pas être déshydraté.
Voilà. Vous allez aussi faire attention à la qualité, enfin à la matière des vêtements qui sont portés. Alors là, bien sûr, je parle des enfants ou des adultes qui ont des peaux très réactives, hein. Si c'est juste des problèmes un peu ponctuels, vous n'êtes pas obligé de faire autant attention aux vêtements que vous portez en permanence. Mais par contre, si vous avez tendance à avoir des peaux très réactives, ça, bah, essayez d'avoir ça au quotidien jusqu'à ce que l'inflammation se calme un petit peu. Donc des vêtements qui sont en 100% coton, d'accord? En 100% coton, normalement, vous êtes sûr que vous n'avez aucun textile allergisant, hein. Le polyester, par exemple, le polyester, c'est beaucoup plus, ça donne des réactions beaucoup plus rapidement. Et en plus, dans le polyester, on va transpirer beaucoup plus. Ça retient la transpiration. La transpiration, c'est acide, donc sur des peaux qui ont tendance à réagir vite, ça risque d'aller aussi très rapidement. Et surtout, tous les habits neufs, vous les lavez. D'accord? Dans les habits neufs, vous le voyez bien à l'odeur, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits mis dessus pour tout ce qui est conservation et s'assurer que les couleurs vont pas déteindre ou toutes ces choses-là. En plus, vous avez plein de gens qui les ont touchés avant de les mettre. Donc, dès que vous avez des habits neufs ou que vous recevez, même si c'est pas neuf, mais que vous les recevez de l'extérieur et c'est de la seconde main, lavez-les absolument pour être sûr que voilà, on enlève tout ce qui va être produits allergisants, bactéries, tout ça. Et attention, du coup, dans ces cas-là, la lessive que vous utilisez. On va vraiment passer sur de la lessive hypoallergénique dans ces cas-là. Enfin, même de manière générale, je vous le recommande, hein. Tout ce qui est produit d'hygiène, essayez de passer sur les trucs les plus simples possibles et les moins allergènes possibles. On fera attention aux cosmétiques, mais ça, j'en parle un petit peu après. Et chez les personnes qui ont des peaux comme ça à tendance atopique, vous allez vraiment faire attention à avoir des savons qu'on appelle sans savon. Alors, on appelle ça Syndette parfois en pharmacie, ce qu'on a des gels lavants qui sont doux. Voilà. Par exemple, le savon de Marseille n'est pas adapté à une peau réactive, parce que le savon de Marseille, ça a un pouvoir saponifiant qui est assez fort. D'accord? Et donc, si vous vous frottez avec du savon de Marseille, vous abîmez un peu cette flore commensale. Donc, pas de problème chez quelqu'un qui n'a pas de souci de peau. Pour des peaux un petit peu plus fragiles, on va vraiment essayer plutôt tout ce qui va être les peintures gras ou voilà, les huiles de lavage. Et du coup, surtout chez les enfants, éviter les savons type savon de Marseille ou savon, même savon dur. On va vraiment passer sur du savon sans savon. En essayant de prendre ceux où il y a le moins d'ingrédients possible dedans, les formules les plus simples, moins de parfum. Voilà, on parlera un petit peu après des cosmétiques. Pour soutenir du coup tout ce qui va être les fonctions de la peau, alors déjà on va faire attention à tout ce qui est au niveau alimentation, à ce qu'elle soit bien ce qu'on appelle anti-inflammatoire, donc qui ne va pas créer des inflammations. Donc, qu'est-ce qui va créer des phénomènes un peu inflammatoires dans l'alimentation? Beaucoup les sucres rapides. D'accord. Alors, tout ce que je vous dis là, je vous dis pas qu'il faut jamais en prendre, c'est pas ça du tout. Je vous dis juste faites attention et si vous avez un enfant qui a une énorme poussée d'eczéma, et ben, le temps que tout se régule, soyez encore plus vigilants par rapport à ça. Donc les sucres rapides, hein, le sucre blanc, tout ce qui est gâteau transformé, gâteau du commerce, extrêmement inflammatoire. Tout ce qui va être produits laitiers, c'est pareil. Alors, pas forcément les yaourts, parce que dans les yaourts, vous avez pas des probiotiques, hein, parce que les yaourts, c'est fermenté, donc vous avez des bactéries. Mais tout le reste, les produits laitiers, ça peut être des produits très inflammatoires. C'est pour ça qu'on va voir beaucoup aussi chez certains enfants le fait que quand on arrête le lait de vache, on a des problèmes de peau qui diminuent. C'est pas tant qu'il y a une intolérance, ça peut être une intolérance ou une allergie, mais ça, c'est assez rare que ce soit vraiment une allergie. Ça va plutôt être justement le côté pro-inflammatoire du lait de vache qui va entraîner du coup une diminution des symptômes cutanés dans ces cas-là. Tout ce qui va être gluten aussi, en excès, bien sûr. Je dis pas qu'il faut arrêter complètement le gluten, parce que parfois remplacer par des produits sans gluten, c'est encore pire. Mais tout ce qui va être gluten, farine blanche, trop transformée, ça peut être pro-inflammatoire en excès. Et on va du coup chercher au maximum à favoriser les légumes et les oméga 3, j'en parlerai après. Mais les légumes, voilà, dites-vous que ça, c'est la base d'une alimentation anti-inflammatoire. Ça, les légumes, on peut en prendre sans problème à haute dose. Alors, je sais bien, si vous avez un enfant de 2 ans, c'est pas le discours le plus facile à entendre. Je vous dis pas non plus de les forcer à manger parce qu'après, ils risquent de plus en vouloir du tout. Bon, j'avais fait tout un webinaire sur l'alimentation où j'en reparle un petit peu. Mais en tout cas, ayez en tête que ça, au niveau des légumes, très important parce que ça va aussi apporter beaucoup d'antioxydants et les antioxydants sont extrêmement importants pour maintenir des bonnes fonctions de la peau. On en parle beaucoup dans tout ce qui est anti-vieillissement, justement, hein, pour éviter tout ce qui va être rides ou vieillissement de la peau. En fait, même chez les enfants, pour que leur peau soit en bon état, il faut des antioxydants. Et ça, vous en trouvez beaucoup dans les fruits et les légumes. Le microbiote, donc le microbiote, c'est ce que je vous disais, c'est la flore intestinale. Donc, on va prendre des probiotiques qui sont adaptés. Alors, quand je dis probiotiques adaptés, c'est qu'on va éviter
des probiotiques où on n'a qu'une seule souche ou deux souches de probiotiques dedans. Donc, quand vous regardez des boîtes de probiotiques, vous regarderez, vous avez le nom, des noms hyper compliqués. Je vous en donnerai des exemples après de certaines souches de probiotiques. En fait, il y en a qui sont plus ou moins adaptés à certaines choses. D'accord? Donc, par exemple, BioGaia, qui est très, très, très vendu, qui est très donné par les médecins, vous avez dedans une seule chose, une seule souche de probiotiques. Donc ça va être très bien un peu en traitement de fond si vous souhaitez donner des probiotiques à votre enfant sur le long cours. Mais par exemple, si c'est un enfant qui a un terrain allergique ou qui fait des poussées d'eczéma, ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que c'est pas une bactérie qui va vraiment aider sur le côté allergique ou sur le côté anti-inflammatoire. Voilà. Et c'est pareil, c'est pas que si vos enfants a pris des antibiotiques, c'est une bactérie qui est détruite par les, enfin, c'est des souches probiotiques qui sont détruites par les antibiotiques. Donc voilà, le BioGaia, ça va être très bien de temps en temps, mais c'est pas le probiotique de toutes les situations. Ça, c'est pas forcément connu. On entend beaucoup, il faut prendre des probiotiques, mais voilà, ils ne sont pas tous bons pour tout. On va faire attention aussi pendant les moments de crise à prendre des bains qui sont courts ou des douches qui sont rapides, hein. On va essayer de pas trop mettre d'eau sur la peau de l'enfant, d'autant plus si vous avez une eau qui est dure chez vous, hein, si vous avez une eau qui est très calcaire. On va faire des temps de soins qui sont rapides. Et vous allez essayer d'appliquer 1 à 2 fois par jour. Alors 2, je sais que c'est compliqué, hein. Quand on a un rythme quotidien, on travaille, c'est pas forcément évident, mais au moins le soir après le temps de douche ou le temps de bain, d'appliquer un émollient, donc une crème hydratante sur la peau de l'enfant. Pourquoi est-ce qu'on dit après le bain? Parce que si vous voulez, quand l'enfant il a été un petit peu dans le chaud, ses pores se sont dilatés, donc sa peau est plus perméable. Donc pour aller hydrater la peau, c'est beaucoup plus intéressant parce que ça va beaucoup plus vite rentrer en profondeur. Et surtout, la peau elle est un petit peu humide et du coup, on a un peu un phénomène d'émulsion qui se fait plus rapidement. Donc l'idéal, c'est le soir après avoir douché ou baigné votre bébé ou votre enfant, ou vous en tant qu'adulte, de vous mettre du coup cette crème, ce baume hydratant. Sachant que chez les enfants qui ont des peaux atopiques, on ne va pas forcément recommander un bain tous les jours, hein. On est plutôt sur 3-4 fois par semaine ou 2-3 fois par semaine. Ça va aussi dépendre, hein, bien sûr, parce que s'ils vont en crèche et qu'ils font de la peinture 15 fois par jour, 15 fois par semaine, vous allez peut-être plutôt les laver tous les jours. Mais voilà, si vous pouvez éviter les bains tous les jours chez les enfants qui ont la peau fragile, pour éviter d'abîmer cette flore commensale, c'est pas plus mal. Donc, on va éviter tout ce qui est allergène. Donc, je vous disais, on va prendre des produits hypoallergéniques, hein, surtout sur les lessives. Ça, j'insiste beaucoup dessus. Si vous avez des enfants qui font beaucoup, beaucoup de réactions, essayez de prendre les lessives les plus douces possibles. On évite tout ce qui va être adoucissant, assouplissant, tous ces trucs-là. Parce que ça, il y a forcément des produits allergisants dedans. Donc, faites juste à la lessive pure et vous passez sur la lessive la plus simple. Voilà. Et faites attention aussi, hein, quand vous choisissez des produits comme ça à tout ce qui va être marketing sans parabènes, sans machin, sans truc. Parfois, quand c'est marqué sans, c'est remplacé par des trucs qui sont pas forcément meilleurs ou alors qui ont d'autres problèmes. Donc voilà, faut aussi un peu rester vigilant par rapport à ça. Je vous donnerai 2-3 idées tout à l'heure pour aller vous renseigner sur les produits que vous utilisez, sachant que voilà, à partir du moment où vous trouvez un produit qui est bien, vous gardez le même. Le but, c'est pas à chaque fois que vous êtes dans un supermarché de faire toutes les lessives du rayon pour voir laquelle est la meilleure. Non, vous en trouvez une qui est bien et vous gardez celle-là et vous savez qu'elle est bien. Voilà, on va éviter tout ce qui va être parfum et alcool dans les cosmétiques. Ça, pour les cosmétiques, je vous dis, je vous donnerai un lien un peu plus facile après pour savoir vous y retrouver parce que c'est pas toujours facile. Même c'est assez compliqué, même quand on s'y connaît, c'est assez compliqué. Et alors, une autre chose aussi à garder en tête, si vous avez des enfants qui ont tendance à faire des rhinites allergiques ou des conjonctivites allergiques ou à être beaucoup, beaucoup enrhumés au moment de la saison des pollens, évitez de faire sécher le linge dehors. D'accord? Parce que ça, du coup, les pollens, ça vole, ça va s'accrocher sur le linge. Et du coup, l'enfant, quand il va porter ses vêtements, risque d'être beaucoup plus facilement enrhumé, encombré ou d'avoir plus de réactions. Voilà, donc au moment du printemps, chez les personnes qui ont un terrain de dermatite atopique ou allergique, on évite d'étendre le linge dehors, d'accord? Je ne dis pas ça pour tout le monde. C'est vraiment quand vous avez un terrain. Et pareil, parfois l'allergie, c'est juste, ça peut être juste l'eczéma et qui n'est pas forcément dû au pollen, d'accord? Donc voilà, vous tentez, mais c'est quelque chose aussi à garder en tête. Euh, Chez les terrains qui sont très allergiques, vous voyez que les réactions sont très rapides dès qu'on va avoir contact avec une matière ou avec une saison ou voilà, avec un aliment ou qu'on a vite des réactions allergiques. Importance des oméga 3 que vous pouvez prendre en supplémentation. Je donne pas de recommandations ici parce que c'est vraiment propre à chacun, mais qui peuvent se donner dès que les enfants sont petits. La vitamine D qui est la donnée indispensable pour tout ce qui est immunité, d'accord? Donc aux doses nationales. Ça, si vous regardez dans le carnet de santé, normalement c'est inscrit. Vous demandez à votre pédiatre, hein, il vous donne ça.
tout ce qui va être probiotique. Donc là, je vous ai mis quelques souches. D'accord? Et en fait, dans celle que je vous ai mis là, c'est pas du tout celle du BioGaia, par exemple, hein. Je vous ai parlé de celle du BioGaia. Le BioGaia, c'est du Lactobacillus reuteri, je sais pas comment on les prononce, mais et en fait, pour les allergies ou pour tout ce qui est problème de peau, les seules souches intéressantes, ce sont toutes celles-là. Alors, je vous ai mis l'Actibian. Il y en a plein d'autres qui font des trucs très très bien. C'est juste que celui-là, on le trouve très facilement en pharmacie. L'Actibian, ils font pas mal de, il y a pas mal, c'est un gros mélange de souches. Voilà. Donc, quand vous avez des enfants qui ont des grosses crises d'eczéma ou des grosses crises de dermatite atopique, vous pouvez tout à fait donner ce genre de probiotiques un peu multiples. Ça va aider à refaire la flore et du coup tous ces systèmes immunitaires. Et après, pour soutenir l'immunité au quotidien, alors j'en ai parlé dans mon webinaire de février aussi, mais vous allez avoir tout ce qui est bourgeon d'églantier qui est très intéressant chez les enfants, et le sirop d'argousier aussi qui est plein de vitamine C et qui soutient bien l'immunité pour les enfants qui ont tendance à réagir beaucoup trop vite à tout. Et la dernière chose aussi, quand vous pensez que c'est une réaction allergique, ça vaut le coup d'essayer de limiter sur un temps de 3-4 semaines, hein, et vous voyez très bien les résultats très rapidement. Essayez d'éviter le lait, enfin pas tout en même temps, hein, bien sûr. Essayez d'éviter les œufs, tout ce qui va être cacahuètes, c'est connu, hein, les arachides, certains poissons, pas tous. Les noix, c'est aussi un potentiel allergène qui est assez fort. Le gluten, ça peut avoir un potentiel allergène très fort. Certaines formes de gluten, hein, les farines blanches très transformées, la T45 par exemple, qu'on utilise en pâtisserie, peut avoir un pouvoir allergène très très fort. Le soja et les légumineuses. Voilà, ça, de toute façon, il n'y a pas forcément besoin de faire de tests sur ces choses-là. Si vous allez voir un allergologue qui vous fait tester, c'est très bien, mais pour ça, que vous ayez des vrais des vrais signes, ils ne font pas tester automatiquement. Mais il y a des choses, vous pouvez juste, tenter, vous essayez pendant quelques jours. S'il y a une amélioration, et ben là, vous allez voir un médecin et vous essayez de voir avec le médecin ce qui peut être mis en place. S'il n'y a pas d'amélioration, c'est qu'il y a aucun intérêt à continuer l'éviction. Voilà. Et si vous êtes un peu perdu, vous allez, consulter, vous parlez de ça à quelqu'un et qui verra avec vous un peu ce qu'il faudrait éviter. Pour tout ce qui est allergie, on va aussi faire extrêmement attention à tout ce qui est apport d'acides gras. Alors pourquoi j'en parle beaucoup? Parce que on sait très bien, et aujourd'hui c'est démontré cliniquement, hein, c'est des études qui le montrent, que les régimes alimentaires qu'on a aujourd'hui, la diète qu'on a aujourd'hui, elle est très pourvoyeuse de terrain inflammatoire. D'accord? Et donc terrain inflammatoire veut dire très souvent expression cutanée de l'inflammation avec de l'eczéma ou d'autres problèmes. Et ça va être dû au fait qu'on a une inversion du rapport entre les oméga 6 et les oméga 3, qui sont des acides gras. Vous le voyez beaucoup dans les supermarchés, hein, c'est marqué riche en oméga 3, tout ça. Et donc les oméga 6, on va beaucoup les trouver dans les produits qui sont transformés. C'est pour ça qu'on vous dit d'essayer de les limiter. Là, quand je dis produits transformés, je dis pas tous les produits surgelés, hein. Il y a des produits surgelés qui sont très peu transformés. Mais au quotidien, évitez vraiment tout ce qui est surtransformé. Tout ce qui va être friture, ça c'est énormément d'oméga 6. La viande rouge surtout, la charcuterie énormément, le fromage énormément, le beurre un petit peu. Je suis bretonne, donc j'ai du mal à dire du mal du beurre. Mais c'est très riche en oméga 6. Donc si vous avez des terrains qui sont très 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 pro-inflammatoires, essayez de limiter tout ça, cuisinez plutôt à l'huile d'olive. Et on va consommer des oméga 3 pour rétablir la balance. Donc vous avez l'huile de noix, l'huile de lin et des petits poissons gras. Pareil, ça j'avais fait un webinaire sur l'alimentation où j'en parle beaucoup. Et après, vous avez en local, les oméga 7 sont très intéressants aussi pour tout ce qui est un peu réaction cutanée allergique. Alors, vous avez l'huile de macadamia, l'huile d'argousier ou alors l'avocat que vous pouvez prendre aussi du coup par voie orale, ça c'est très bon. Mais tout ce qui est aussi huile d'avocat, voilà, que vous pouvez mettre sur les lésions d'eczéma ou de dermatite atopique, c'est un vrai pouvoir de capter les oméga 6 et du coup d'éviter le potentiel très inflammatoire. Voilà. Et on insiste beaucoup, beaucoup sur les probiotiques. Je sais pas pourquoi je l'ai encore remis dans les acides gras, mais juste parce que je pense que je veux que vous l'entendiez. Ça, c'est pareil, c'est bien prouvé, hein. Si la flore intestinale est perturbée, on a en général des problèmes de peau. Tous les enfants qui ont de l'eczéma ont une flore intestinale perturbée. Ce sont des études, c'est pas moi. Alors, je vais passer du coup à l'eczéma, qui est beaucoup lié de toute façon à la dermatite atopique, hein, donc je vais aussi pas mal me répéter parce que je pense que j'ai repris les vraies bases de ce qui peut inflammer la peau. Donc sur un terrain atopique souvent, du stress, hein, je vous ai dit aussi beaucoup, c'est souvent des personnes nerveuses et qui ont tendance à stresser beaucoup plus rapidement qui vont faire de l'eczéma. On peut avoir des allergies et des intolérances alimentaires, c'est pas le plus fréquent, mais c'est possible. Par contre, ça va plus être parfois le pouvoir inflammateur de certains aliments, hein. Je vous ai parlé du lait, c'est pas forcément une intolérance aux protéines de lait de vache, ça va plutôt être terrain très limite au niveau inflammation, et le lait de vache va venir vraiment surinflammer tout ça. Donc c'est un autre problème, mais qui va quand même vouloir dire qu'on va essayer de limiter le lait de vache.
La dysbiose intestinale, c'est une perturbation de la flore, exactement ce que je vous ai dit juste avant, et la balance des acides gras oméga 3, oméga 6 dont je viens de vous parler. Donc l'eczéma, c'est une maladie inflammatoire qui est chronique de la peau. On dit que c'est chronique parce que c'est extrêmement rare de faire juste une poussée. En général, quand on a tendance à faire de l'eczéma, on en fait bon, soit très régulièrement et beaucoup, soit un petit peu de temps en temps, mais c'est rare d'en faire juste une seule fois dans sa vie et de plus jamais en avoir après. C'est plutôt chronique. Aujourd'hui, ça concerne 20% des enfants. Les chiffres, ils ont quadruplé en quelques années. C'est énormissime. Donc voilà, l'impact de l'environnement, je vous disais, hein, l'impact de l'alimentation aussi, que notre génome n'a pas encore suivi nos habitudes alimentaires. C'est aussi sans doute dû au fait qu'on est dans des terrains qui sont aujourd'hui, enfin, on est dans des environnements qui sont suraseptisés. Alors c'est très très bien parce qu'on limite énormément la mortalité infantile et c'est top. La contrepartie de ça, c'est vrai que du coup, on a les systèmes immunitaires des enfants sont moins propices à lutter un peu sur tout ce qui se passe, tout ce qui passe autour d'eux, et du coup vont réagir plus facilement. Donc on a à peu près 20% des enfants. La plupart du temps, ça va commencer à disparaître quand ils sont un peu plus petits. L'urticaire, c'est une réaction allergique, donc c'est pas forcément proche de l'eczéma, c'est proche de tout ce qui est allergie dont je vous ai parlé juste avant. Après, ça va dépendre quelle sorte d'urticaire, hein. Si c'est l'urticaire de contact, tout ça, voilà, ça va un peu dépendre de quelle sorte, mais l'urticaire, normalement, c'est de l'allergie. L'eczéma, c'est pas du tout contagieux, hein, et c'est vraiment dû au fait que on a une peau qui est dépourvue du coup du film hydrolipidique dont je vous parlais, hein, la production de sébum qui fait une petite couche de gras au niveau de la peau et qui la protège, qui est du coup beaucoup moins épaisse, voire quasi inexistante chez les enfants qui ont tendance à faire de l'eczéma et des enfants qui vont avoir une réponse immunitaire inadaptée. Et merci du coup d'avoir répondu, ça peut venir du stress. Oui, l'urticaire peut effectivement venir du stress, hein, c'est ce que je vous disais aussi par rapport à tout ce qui était allergie avant, donc merci beaucoup. Alors, pour la prise en charge de l'eczéma, donc la prise en charge qui est classique, en cas de poussée, ça va être de mettre une crème corticoïdes pour réduire l'inflammation. Okay, donc ça, c'est pas un traitement à faire tous les jours, c'est un médicament, donc c'est ponctuel. Normalement, c'est le médecin qui vous dit combien de temps vous devez le mettre ou alors à partir de quand vous arrêtez. C'est un traitement qui se met une fois par jour, sauf si le médecin vous dit une chose, mais c'est pas parce que c'est pas, en fait, faut pas la considérer comme une crème lambda, hein. Les corticoïdes, c'est vraiment un médicament, ça passe dans la circulation. Donc quand il y en a trop, ça va créer d'autres soucis. Donc on va vraiment chercher à le mettre sur exactement ce que vous a dit le médecin, au moment où vous a dit le médecin, sur la longueur de traitement que vous a dit le médecin, pour que ce soit efficace. Ça va permettre de réduire l'inflammation. Donc ça, c'est quand vous êtes vraiment poussé et que l'enfant n'est pas bien et qu'il se gratte de partout. Et tout comme les autres crèmes, si vous pouvez le faire après le bain ou la douche, parce que la peau, elle est beaucoup plus ouverte, elle est un peu plus humide et du coup, ça pénètre mieux, ça a un petit peu plus d'effet. Et on en met un petit peu, hein. Les crèmes aux corticoïdes, ça sert à rien de mettre 1 cm, ça change absolument rien. On met une toute petite noisette. Le but, c'est juste de recouvrir la zone qui est concernée et ça suffit largement. Et en dehors des poussées, par contre, si vous avez des peaux qui sont à tendance atopique ou des peaux à tendance à faire de l'eczéma ou de l'urticaire, hein, euh, appliquez vraiment au maximum de la crème. Voilà, donc j'ai mis un émollient, ça peut être de la crème, du baume, quelque chose, voilà, qui va vraiment protéger la peau des agressions. Je vous disais, la peau, il faut qu'elle soit humide et il faut qu'elle soit grasse. Mettre de la crème, ça va permettre de faire une petite couche, une petite barrière à la surface de la peau qui va aussi un peu rentrer dedans et qui va protéger des infections et des inflammations extérieures. D'accord? Donc, si vous avez un enfant qui a tendance à réagir très vite, essayez d'en mettre quasiment tous les jours, tous les jours, tous les jours, même dans les moments où ça va vraiment limiter le fait qu'il refasse des poussées par derrière. L'idéal, c'est le soir après la douche ou le bain. On va chercher bien sûr à régler tout ce qui est stress et nervosité, hein, ça je vous en parlais, faire attention au sommeil. Si l'enfant a eu des traumatismes, on va aller régler les traumatismes, hein, souvent avec des psychothérapeutes ou voilà ou des choses comme ça. Tout ce qui va être environnement familial, hein, si vous savez que vous avez un environnement familial qui peut être un petit peu stressant pour des raisons X ou Y, ça arrive. Ça peut expliquer aussi l'eczéma de l'enfant, d'accord? Donc dans ces cas-là, parlez à votre enfant, essayez de lui expliquer un peu ce qui se passe, hein, parce que lui, il va ressentir toutes les tensions de l'adulte. Alimentation anti-inflammatoire, je vous en ai parlé juste avant. Éviction des allergènes aussi, hein, on est un peu sur le même principe que la dermatite atopique. On va essayer d'éviter que la peau d'un coup s'inflamme. Je répondrai aux questions après, hein. Donc pour la prise en charge des peaux sèches et atopiques, je vous ai mis là une liste de certains produits. Elle est complètement non exhaustive. Il y en a 1 milliard d'autres qui sont très bien. Je vous ai juste mis des exemples de crèmes qui peuvent être bien. Vous avez normalement épinglé en haut du chat une feuille qui récapitule ces produits-là. Ça et les crèmes de change dont je vous parle après. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre des notes là. Voilà. Donc vous avez certains produits que vous trouvez en pharmacie. C'est pas du tout exhaustif. Je vous donnerai tout à l'heure le nom d'une application pour aller voir
lesquels sont bien ou pas. Mais c'est juste que là-dedans, il y a pas, voilà, on sait qu'il y a pas de, il y a pas de perturbateurs endocriniens et il n'y a pas de substances allergènes. Et après, du côté des remèdes naturels, l'aloe vera, très bien, mais j'en parle après dans l'eczéma de toute façon. Dans la varicelle, j'en parle, mais oui, l'aloe vera, très 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 bien pour les peaux à tendance réactive. Et pour l'eczéma, voilà, tout ce qui va être huile de bourrache, huile de pantin, macérat huileux de calendula, beurre de karité, ça, si vous aimez bien vous tourner vers des produits beaucoup plus naturels, ces produits-là, chez les enfants, il n'y a pas trop de problème. Essayez d'alterner et pas de mettre toujours la même huile. Ça ne concerne pas forcément les crèmes du commerce, mais pour tout ce qui est huile naturelle, essayez d'alterner en tout cas entre deux. Après, tout ce qui va être macérat huileux, c'est bien en cas de crise ou de démangeaison, mais comme c'est juste de l'huile, on n'a pas du tout les mêmes fonctions qu'une crème qui a une émulsion d'huile et d'eau, et où du coup on va avoir à la fois l'hydratation et à la fois la protection lipidique. Alors que si vous êtes sur une huile, vous êtes juste sur la protection lipidique et il nous manque le côté hydratation, d'accord? Donc soit vous savez faire vos crèmes vous-même et vous faites des mélanges, mais je ne vais pas en parler là ce soir, soit vous utilisez les huiles uniquement en cas de poussée. Voilà, au quotidien, on passera sur une crème, du coup, une émulsion où on a à la fois un apport aqueux et à la fois un apport lipidique. À partir de 6 mois, vous pouvez, en cas de poussée, hein, bien sûr, pas tous les jours, ajouter 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle. La lavande et la camomille romaine, c'est adapté aux tout petits, à toute petite dose, hein, parce qu'on sait très bien que les huiles essentielles à haute dose pour les enfants, c'est pas bon. Si vous mettez 1 ou 2 gouttes dans le mélange sur la peau de l'enfant, ça va aider la cicatrisation, ça va aider à ce que ça le démange pas trop. Voilà, on est juste très, 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 on y va très doux avec les huiles essentielles, mais ces 2-là, il y a pas de problème. L'huile d'olive, c'est tout à fait possible sur la peau, c'est juste qu'après on sent un petit peu la vinaigrette, mais sinon il y a aucun problème, c'est une très bonne hydratation. Alors, l'érythème fessier, j'avance un petit peu, il est déjà 21h, ça va trop vite. Heu, L'érythème fessier, donc il va être dû à tout ce qui va être sel, acide ou abondante, hein, d'accord? Donc la diarrhée ou l'antibiothérapie qui peut entraîner des sels abondantes et en plus, je vous disais, hein, abîmer un peu cette barrière intestinale. Tout ce qui va être altération mécanique de la barrière cutanée, hein, c'est la technique de change, ça on en parlera juste après. L'inflammation générale, hein, je vous parlais quand on est sur des terrains qui sont un petit peu enflammés, je vous l'ai dit, inflammés, je vous l'ai dit un peu avec le stress, on va avoir du coup une réactivité beaucoup plus forte de la peau aux choses extérieures. Et en fait, en cas de poussée dentaire, tout le corps est un petit peu inflammé parce que vous avez vu quel tissu il faut qu'il produise et la solidité que ça demande. Donc, tout le corps se mobilise un peu. Ça crée un terrain d'inflammation. Et du coup, forcément, le siège de l'enfant qui est dans la couche, qui est humide et où il va avoir des selles ou des urines un petit peu acides, va être beaucoup plus réactive. Et du coup, ça, c'est pas étonnant qu'en cas de poussée dentaire, on ait beaucoup plus facilement des érythèmes fessiers. Ça peut aussi être dû à une réaction à l'un des composants de la couche ou des produits utilisés quand on a des enfants qui sont allergiques. Donc, comment on va prendre ça en charge? Déjà, la technique de change. Attention, on va faire en sorte de ne pas abîmer la flore commensale qui est à la surface de la peau de l'enfant. Donc, quand on change l'enfant, on va y aller doucement. On va pas frotter comme ça, même s'il a des selles un peu collantes, on va essayer de les enlever doucement. On tamponne, on sèche pas en appuyant comme ça, et on fait en sorte que ce soit bien sec pour pas que ça macère, mais on va vraiment tamponner. Et voilà. Et si vous avez par exemple un gant de toilette un peu rêche, et pas un tissu tout doux, mais un gant de toilette un peu rêche, vous allez vraiment tamponner. Vous n'allez pas frotter, sinon vous abîmez la peau de l'enfant. Enfin, vous abîmez la flore commensale et du coup, il y a beaucoup moins de barrières protectrices à la surface de la peau. L'échange se font uniquement avec de l'eau pour les urines, ça suffit largement. Avec du gel lavandou quand il y a des selles. Pareil, si c'est un enfant qui a la peau fragile, on va éviter tout ce qui est savon. On va vraiment prendre des gels lavant sans savon. On va essayer de changer régulièrement les enfants pour éviter la macération. Pas trop souvent non plus, parce qu'un excès d'hygiène, c'est pareil, si on lave trop les fesses de l'enfant, la peau, elle est fragilisée. Mais en tout cas, dès qu'il va avoir des selles ou des urines qui sont un petit peu acides, on va faire en sorte que ça ne macère pas. Et si vraiment, en ayant mis plein de choses en place, en ayant mis la crème de change, j'en parle juste après, et essayer de vraiment faire attention à la technique de change, ça marche pas, on va se poser la question d'une allergie, soit aux couches, si c'est des couches du commerce, et si c'est des couches lavables, à la lessive ou aux produits utilisés pour les couches. D'accord? Donc les deux situations sont possibles. Pour éviter l'érythème fessier. Donc, quand vous avez des érythèmes fessiers un peu suintants, aujourd'hui, on recommande vraiment d'éviter le talc, puisque le talc, c'est des matières qui sont très volatiles et on sait très bien que l'enfant va en respirer. Ça a un potentiel cancérigène. Voilà, et en plus des nanoparticules qui pénètrent dans le sang de l'enfant, donc on va vraiment éviter le talc au maximum. Ce que vous pouvez faire à la place, il y a de l'argile blanche surfine, qui est très très bien. Vous trouvez aussi ça en pharmacie. Ça existe en poudre, donc même principe que le talc, hein, quand vous avez des macérations, ou en cataplasme quand vous avez
des érythèmes fessiers qui sont plutôt secs, voilà, avec un siège qui est très abîmé. Vous pouvez faire un cataplasme d'argile blanche, ça aide bien à la cicatrisation. Le liniment oléocalcaire, c'est pas un produit à utiliser tous les jours, d'accord? Le liniment, c'est intéressant uniquement en préventif. Déjà, ça ne se met pas sur un érythème fessier, c'est de l'autre chose, ça brûle sur les érythèmes fessiers. Donc, dès que vous avez un érythème, on arrête le liniment. Par contre, vous pouvez l'utiliser quand justement l'enfant fait des poussées dentaires et qu'on sait qu'il a un plus haut risque d'avoir du coup un érythème fessier, quand il a une antibiothérapie, quand il a une gastro-entérite, là, vous pouvez tout à fait utiliser le liniment. Ça va mettre à la surface de la peau de l'enfant un film hydrolipidique qui va protéger sa peau, et du coup, c'est de la prévention. Voilà. Mais c'est pas un produit nettoyant, hein. Le liniment, ça lave rien du tout. C'est vraiment un peu comme une crème de change, hein, si vous voulez, mais qu'on va mettre du coup en préventif. Après, c'est très bien, hein, c'est un produit qui est naturel, mais en préventif. Pour les mamans qui allaitent, le lait maternel, je suis obligée de le mettre, c'est un excellent cicatrisant. Donc si vous allaitez et votre enfant a un érythème fessier, n'hésitez pas à mettre un petit peu de votre lait avec des compresses. Ça, c'est top aussi, parce qu'il y a plein de bons acides gras dans le lait maternel. Quand c'est possible, et ça, je sais que c'est un peu compliqué, mais si un enfant a vraiment un siège abîmé, essayez de le laisser à l'air. Et après, vous avez aussi tout ce qui va être les hydrolats. Donc les hydrolats, c'est des eaux florales, c'est de l'eau dans laquelle on fait macérer certaines fleurs et du coup ou certaines plantes, et qui du coup vont prendre les propriétés de certaines plantes. L'hydrolat de camomille ou de lavande, c'est très très bien aussi pour tout ce qui est cicatrisation. Voilà. Pour les crèmes de change, on fait attention aux produits qui sont utilisés. Alors, pareil, dans le document que je vous ai mis et que vous pouvez normalement télécharger, si vous ne l'avez pas, vous me dites. Euh, je vous ai remis une liste récap. Bien sûr, ma liste est loin d'être exhaustive. Il y en a 1 milliard d'autres qui sont très, très, très bien. C'est juste que là, j'ai essayé de vous en mettre des qu'on trouve très facilement en pharmacie. Voilà, la moins chère dans le lot, c'est la crème SOS Fesses Rouge de Giffré, qui est toute simple, qui est souvent mis du coup à côté des deux autres que vous voyez sur le côté, qui sont les plus couramment donnés, qui sont le Mitosil et le Bépantène. Alors ces crèmes-là, on les recommande absolument pas, parce que dedans, si vous avez du Mitosil, vous regarderez sur la boîte, le premier ingrédient, c'est marqué pétrolanum. En fait, vous avez de l'huile de pétrole, qui est faite à base de pétrole, qui est autorisée dans les cosmétiques, qui est complètement interdite dans l'alimentation, parce qu'on sait que ça a un énorme pouvoir cancérigène. D'accord? Or, dans les cosmétiques, on oublie, je pense, parfois que la peau, elle est perméable, surtout la peau de l'enfant. Donc, si vous en mettez sur la peau de l'enfant, ça va passer dans sa circulation. Donc, bien sûr, si vous avez fait, si l'enfant en a 3 fois dans sa vie, absolument pas grave. Si jusque-là, vous utilisez ces crèmes de change, c'est pas grave. Juste à partir de maintenant, vous savez que c'est pas top, changez. Et il y a aussi d'autres ingrédients dedans qui sont très pourvoyeurs d'allergies ou ce qui sont ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. J'en parlerai un petit peu. Donc, c'est 2 crèmes de change qui sont un peu des produits phares dans les pharmacies, essayez de les éviter, passez plutôt soit sur cette liste-là, soit sur d'autres crèmes que vous, voilà, que vous appréciez et qui sont bien, mais vous vérifiez la composition. Euh, pour tout ce qui va être mycose, les mycoses, ça va être, on va voir donc soit ce qu'on appelle le muguet, donc dans la bouche de l'enfant, ça va être des taches blanches un petit peu partout. On va le voir sur les érythèmes fessiers aussi, hein, des érythèmes fessiers qui passent pas aussi, on va s'assurer qu'il n'y ait pas des mycoses. Les mycoses, c'est des petits champignons qui prolifèrent. On le connaît aussi chez l'adulte avec ce qu'on appelle la candidose, hein, c'est des petits champignons qu'on a dans le tractus digestif et qui sont normalement naturellement présents sans problème, mais qui parfois vont grossir en surnombre et là devenir un peu problématiques et du coup créer des vraies infections, ce qu'on appelle fongiques, donc avec des champignons. Les muguets, enfin le muguet ou les mycoses, elles sont favorisées par les antibiothérapies, forcément, puisqu'on va tuer complètement la flore bactérienne. Donc, bah, les petits champignons, ils vont pouvoir s'installer tranquillement sans que personne vienne les embêter. Par tout ce qui va être Inexion ammoprane et inhibiteur de la pompe à protons qu'on va donner en cas de reflux, parce que, pareil, ça favorise certaines malabsorptions qui sont indispensables à la bonne mise en place de la flore intestinale et certains corticoïdes inhalés. Je vous parlais du fluoxétine tout à l'heure. Voilà, tout ça, ça va être des facteurs favorisant tout ce qui va être apparition de mycose ou d'érythème fessier, ou de muguet, pardon, ou d'érythème fessier avec mycose. Et dans ces cas-là, ce sont des choses qu'on va traiter par antifongique, d'accord? Donc, si ça arrive une fois, on fait un traitement par antifongique, donc anti-champignon, et que ça se règle, c'est aucun problème, hein, ça arrive très fréquemment dans la petite enfance. Si vous avez des choses comme ça qui se répètent, que c'est des mycoses à répétition, que c'est du muguet à répétition, il va falloir aller voir quelqu'un pour essayer de soutenir un petit peu le système immunitaire. Donc ça, je vous invite à regarder mon webinaire de février où je parlais de tout ce qui était soutien de l'immunité. Et on va aller chercher à rétablir aussi tout ce qui est flore bactérienne pour avoir toutes les bonnes bactéries qui vont éviter que les méchants champignons se développent.
Voilà. Donc là, on n'est plus du tout sur une réaction de contact, on n'est plus sur une réaction allergique, on est vraiment sur plutôt un problème de balance immunitaire avec un terrain favorable pour la prolifération de certains champignons qui sont bons en petite quantité, mais qui, quand ils commencent à proliférer, vont créer des soucis. Alors, très rapidement, la varicelle. Donc, je reprends pas scientifiquement ce que c'est que la varicelle, hein, d'accord? Je prends juste les éléments qui, moi, me paraissent importants à avoir en tête. On a souvent en tête que c'est contagieux pendant 2 jours avant l'éruption. Non. C'est contagieux. On a souvent en tête que c'est contagieux pendant 14 jours. Non. En fait, c'est la période d'incubation qui est de 14 jours. Ça veut dire qu'à partir du moment où l'enfant a été en contact avec un enfant qui a la varicelle, pendant 14 jours, il peut incuber le virus et la développer au bout de 14 jours. Par contre, la contagion, c'est 2 jours avant l'éruption. Et en général, c'est 7 jours après l'éruption parce qu'en gros, ce n'est plus contagieux du tout quand toutes les vésicules sont sèches. Ok. Donc voilà, la contagion de la varicelle 2 jours avant l'éruption et quand toutes les vésicules sont sèches, en général 7 jours, donc ça fait une bonne grosse semaine où votre enfant est contagieux. Vous allez consulter un médecin si vous avez un bébé de moins de 6 mois. Voilà, donc ça, si votre enfant est en crèche, vérifiez bien que dans la section, il n'y a pas d'enfants de moins de 6 mois. S'il y a des enfants de moins de 6 mois dans la section, si votre enfant a la varicelle, vous le gardez chez vous pour protéger les tout petits. Voilà, la varicelle à moins de 6 mois, c'est pas top. Il y a des enfants qui s'en sortent très bien. La plupart d'ailleurs s'en sortent très bien, mais en tout cas, ils peuvent développer plus facilement des varicelles graves. On va beaucoup plus les surveiller. Ils n'ont pas encore de bonnes défenses immunitaires, donc on va essayer de pas trop les mettre en contact de ces enfants-là. Et en tout cas, si votre enfant a moins de 6 mois, vous allez voir un médecin. Si en parallèle, il a des poussées d'eczéma, parce que là, ça va favoriser le développement des boutons, puisque la peau est déjà fragilisée, qu'il a des problèmes d'immunité, hein, qu'il est immunodéficient. Si vous avez des boutons qui commencent à vraiment se surinfecter, normalement vous avez un liquide clair et au bout de 2 jours, voilà, la vésicule explose et ça sèche naturellement. Si vous voyez que ça commence à se remplir d'un liquide un petit peu jaune, que tout autour du bouton ça devient vraiment rouge, que ça gonfle, tout ça, allez voir un médecin, c'est qu'on a une petite infection. Et après, vous avez la varicelle grave qui est beaucoup plus rare. C'est si vous avez d'un coup tous les boutons qui vont se remplir de sang que vous voyez que ça se creuse complètement et qu'en parallèle, l'enfant a beaucoup de fièvre, allez voir un médecin. De toute façon, de base, si vous avez un enfant qui a une varicelle et qui a énormément de fièvre, je vous invite vraiment à aller voir un médecin. Au pire, vous y allez pour pas grand-chose, mais ce sera marqué dans le carnet de santé qu'il a eu la varicelle et comme ça, c'est marqué pour la vie. Et au moins, s'il y a besoin de faire quoi que ce soit, il aura été pris en charge. Quand un enfant a la varicelle, mais ça c'est aussi pareil si vous avez des enfants qui ont de la dermatite ou de l'eczéma, coupez bien les ongles très courts pour que quand ils se grattent, ils s'abîment pas la peau. Mais surtout la varicelle, parce que les boutons grattés, ça fait des énormes cicatrices. Et ce qu'on conseille pour les tout petits, c'est de mettre des moufles sur ces moments-là. Comme ça, on est sûr qu'ils vont pas aller gratter. Surtout les tout petits, on a encore un peu de mal à leur couper les ongles. Donc n'hésitez pas à mettre des moufles. Pendant les épisodes de varicelle, on fait très attention au savon avec lequel on lave les enfants. Et quand vous séchez, vous tapotez. D'accord? Vous frottez pas pour pas abîmer les lésions. Quand les boutons apparaissent, sortent, donc dans les 2-3 jours où ils sortent, avant qu'ils s'ouvrent, vous allez chercher à les désinfecter. Donc souvent, ce qu'on va vous donner à la pharmacie, c'est de la chlorhexidine. Il y a d'autres solutions naturelles pour ceux qui préfèrent les trucs plus naturels qui existent, comme l'argent colloïdal. Il y a certaines huiles essentielles qu'on peut utiliser, mais je préfère pas en parler là parce que ça va vraiment dépendre de l'âge de l'enfant. Mais voilà, le truc de base qu'on va vous donner, ça va être la chlorhexidine à mettre avec un petit coton-tige sur les boutons un par un. Pour soulager les démangeaisons, vous avez en pharmacie le Cicaplast Spray B5. Alors, tous les Cicaplast B5 ne sont pas forcément bons, mais le spray, il est très bien. Il y a des super ingrédients dedans. Ça peut aider à apaiser les démangeaisons. Et sinon, vous avez l'hydrolat de camomille, de mélisse, de lavande, pareil, qui peut vraiment soulager. Dans le doc que je vous ai mis avec les récaps des crèmes de change et des produits, je vous ai aussi mis dans le bain des choses vous pouvez faire des bains avec de l'avoine aussi dedans, ça va apaiser aussi quand vous avez des enfants qui se grattent énormément. L'aloe vera, quelqu'un a posé la question tout à l'heure, ça vous pouvez en mettre sur tout le corps d'eczéma pour éviter la sécheresse par derrière. Si vous savez que vous avez un enfant qui a facilement la peau sèche, en cas de varicelle, pardon, je confonds tout. Si vous avez un enfant qui a facilement la peau sèche, n'hésitez pas à mettre de l'aloe vera pour essayer de préserver un peu le capital hydrique de la peau. Et après, une fois que les boutons sont secs, vous pouvez commencer à mettre des choses un peu plus hydratantes, comme de l'huile d'argan, de l'huile de calendula ou d'autres crèmes hydratantes un peu cicatrisantes, pour accompagner la cicatrisation. Évitez vraiment de mettre tout ce qui est corps gras sur les boutons tant qu'ils n'ont pas séché, parce que
ça peut favoriser une surinfection des boutons. Voilà, parce que en fait, les bactéries se développent dans les milieux un peu chauds et humides. Si vous mettez du gras, ah ben, je vous assure que sous leur couche de gras, elles sont très bien et qu'elles peuvent se démultiplier et elles seront très heureuses d'être là. Donc, on va vraiment éviter sur la varicelle de mettre du gras, en tout cas sur les 2-3 jours où les boutons sortent et qu'ils ne sont pas secs. En parallèle, pour que le système immunitaire puisse lutter, aller vraiment sur une alimentation qui est légère. Tout ce qui est acide et épicé, on évite parce que souvent les enfants ont des boutons dans la bouche, ça va leur faire mal. Et essayer vraiment de faire quelque chose qui est assez léger pour que le corps puisse aller mettre toute l'énergie dans la défense contre le virus et que la varicelle elle soit la moins longue possible et que la peau cicatrise le plus rapidement possible. Euh, Pendant les épisodes de varicelle, on ne donne pas, surtout pas, d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc l'Advil ou l'ibuprofène, à éviter durant toute la période de varicelle, sauf si c'est un médecin qui vous le recommande, d'accord? Mais sinon, vraiment, vous évitez. Si l'enfant a de la fièvre et qu'il n'est pas bien, vous donnez du Doliprane. L'aspirine, formellement interdit pendant tout ce qui est épisode de varicelle. Bon, on donne rarement de l'aspirine aux enfants, mais je vous le redis. On a tendance parfois à donner des antihistaminiques, type Atarax ou Toplexil même parfois, pour éviter que les enfants se grattent. En vrai, les bénéfices sont pas vraiment trouvés, hein. C'est un peu un effet placebo, sachant que c'est des médicaments qui sont quand même assez forts. Donc, si vous avez des enfants qui se grattent énormément, 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 pourquoi pas, mais n'ayez pas ce réflexe-là si vous arrivez à éviter, si vous arrivez à gérer les démangeaisons sans en arriver là, c'est mieux. Voilà, tout ce qui va être crème antivirale, antibiotique, le tridézonite, le talc, tout ça, surtout pas sur les boutons de varicelle, hein, d'accord? Et on va vraiment attendre que les croûtes soient sèches et que ça tombe pour hydrater avec une crème cicatrisante. Le pied-main-bouche, qui est une autre maladie qui nous a fait une belle apparition depuis quelques années. C'était très light quand moi j'ai commencé ma très longue carrière. Maintenant, ça nous fait des épidémies phénoménales avec des enfants qui sont très malades, qui ont des boutons partout, qui sont pas bien du tout. Donc ça, c'est une maladie qui est virale, c'est dû à un virus aussi, d'où le fait qu'on n'a pas grand-chose pour l'arrêter, il faut juste que le corps se soigne tout seul, qui est très bénin, mais par contre extrêmement contagieux. N'importe qui a mis les pieds dans une crèche le sait, que ce soit parce que c'est votre enfant qui soit passé ou que vous y travaillez. Euh, et donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'enfant, il est contagieux 2 jours avant l'éruption, comme la varicelle, et que le virus, par contre, reste présent dans les selles de l'enfant pendant 4 semaines. Donc, ça veut dire que si votre enfant a un pied de ma bouche pendant 4 semaines, faites très attention à l'hygiène au moment d'échange. Lavez-vous bien les mains après, désinfectez-vous bien les mains quand vous l'avez changé qu'il a des selles. Pour accompagner donc tout ce qui est démangeaison, vous prenez un peu ce que je disais dans la varicelle. Sinon, pour tout ce qui est lésion dans la bouche, le bicarbonate de soude, il y a des solutions qui sont toutes prêtes en pharmacie et vous appliquez dans la bouche de l'enfant, soit avec un coton-tige, soit avec votre doigt. Ça peut vraiment aider aussi à soulager. Et voilà, démangeaisons, je vous l'ai remis là, hydrolat de camomille romaine, lavande ou le spray Cicapace B5. Je vous invite à en avoir un chez vous comme ça, parce qu'en fait, c'est un spray qui est vraiment pas mal pour beaucoup de choses, que ce soit l'érythème fessier, les démangeaisons, voilà. Mais en spray, d'accord? Pas un autre Cicapace B5. Le spray Cicapace B5, il est bon pour toute la famille. Et en vrai, voilà, il a pas mal de propriétés. Pour le pied-main-bouche, vous allez vous inquiéter et voir un médecin pareil si vous avez un bébé qui a moins de 6 mois. Si en parallèle on a de l'eczéma, de l'impétigo ou une autre maladie de la peau qui fait que ça peut proliférer beaucoup plus vite. Si on a un enfant qui est sous corticoïdes au long cours, alors en vrai, objectivement, je ne sais pas vous dire pourquoi parce que j'ai pas regardé l'info, juste ça vient du manuel de collège de pédiatrie qu'on donne du coup aux médecins. Donc je l'ai recopié parce que je me suis dit que c'était du coup forcément réel. Euh, Si vous sentez qu'il y a une déshydratation chez l'enfant ou une surinfection des boutons, s'il a un changement de comportement, d'accord, si vous se paraît vraiment pas bien et si vous avez des boutons dans les yeux. Ah, c'est pareil, vous allez consulter un médecin. Sinon, si c'est un petit pied-main-bouche classique et que votre enfant va pas trop mal, ça passera tout seul. Par rapport aux cosmétiques, je suis presque au bout. Donc, la peau de l'enfant, elle est très fragile. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a beaucoup d'effets qu'on va pas voir à court terme. Il y en a qu'on va voir parce qu'on a des réactions allergiques immédiates. Il y en a beaucoup dû à ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, qu'on va voir vraiment beaucoup plus tard chez l'enfant. Ça va être plutôt au moment de la puberté ou quand il va essayer d'avoir des enfants. Voilà, tout ce qui va être problème un peu lié au fonctionnement hormonaux ou des surinflammations quand ils sont plus grands, qui peuvent être dues à une accumulation de substances toxiques depuis qu'ils sont tout petits. Qui peuvent, hein, je ne dis pas que c'est forcément le cas. Mais on sait aujourd'hui, on identifie de plus en plus lesquels produits sont mauvais. Donc on sait aujourd'hui lesquels peuvent avoir un risque cancérigène, peuvent avoir un risque d'altération de tout ce qui est fonctionnement hormonal. On a des super personnes qui ont fait des recherches pour ça et qui analysent les cosmétiques en permanence.
pour éviter ça. Donc voilà, je essayez d'aller voir pour tout ce qui est produit sur UFC que choisir. Vous avez une carte, enfin une liste repère des produits à éviter. Donc surtout pour les enfants qui ont des terrains allergiques, vous avez une liste des allergènes. Donc vraiment à éviter dans les cosmétiques. Alors ça vous oblige à parfois, quand c'est des nouvelles bouteilles, à lire toutes les bouteilles, mais je vous dis, vous en trouvez qui sont bien et vous les gardez. Vous n'êtes pas obligé de changer en permanence. Et, euh, et après, sur UFC, que choisir, attention, parce que eux, ils ont plein de trucs très bien, mais par contre, ils ne prennent pas en compte les huiles minérales, dont je vous ai parlé pour le Bépantène et le Mythosil. Les huiles minérales, donc, qui sont faites à base de pétrole, où on sait qu'à trop forte dose, ça va perturber l'enfant sur le long terme. Voilà, donc là-dessus, UFC que choisir, qui sont très bien sur beaucoup d'autres choses et qui analysent beaucoup les produits. Euh, Ils mettent en garde, mais de manière très détournée, et du coup, voilà, on peut pas forcément le voir de premier abord, donc ça, pensez à le vérifier. Les huiles minérales, ça va être marqué paraffine ou paraffinium, pardon, ou c'est marqué sur le méthosil, c'est marqué pétrolanum directement. Et après, vous avez une application, donc ça c'est pour les téléphones, qui s'appelle INCI Beauty. Et ça, en fait, c'est une application qui vous permet de scanner ou de rentrer le nom du produit. Juste, vous rentrez le nom du produit dans l'application et ça vous fait directement l'interprétation de tout ce qu'il y a dedans. D'accord? Alors, ils vous mettent beaucoup de 20 sur 20, donc là, vous pouvez y aller les yeux fermés et vous verrez qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont très bien. C'est pas parce que c'est moins bien noté que c'est forcément mauvais, parce que parfois, c'est juste qu'ils mettent en garde sur certains allergènes, mais si vous n'avez pas de terrain allergique, c'est absolument pas grave. Ils mettent en garde sur certaines substances qui sont toxiques pour l'environnement en soi, mais pas directement pour la santé. Donc, si vous utilisez ça jusque-là, c'est pas forcément grave, plutôt non plus. Donc, essayez d'aller voir quand même la notation. Voilà, c'est pas parce que c'est marqué 12 sur 20 que c'est forcément mauvais. Allez bien voir pourquoi est-ce que le produit perd des points. C'est très facile. C'est INCI Beauty, c'est marqué là sur le diapo. Vous voyez la petite flèche quand je passe la flèche? Je vous le mets dans le chat. En fait, ce sera peut-être plus simple. Voilà. Donc ça, c'est une application que vous avez sur les téléphones ou que vous avez sur Internet, hein, aussi. Yuka, c'est bien aussi. Oui, oui, Yuka, c'est très bien. C'est juste que Yuka, moi, je le connais plus pour l'alimentation. Je l'ai jamais trop utilisé, mais je sais que je crois qu'ils sont très bien. Donc, c'est bien aussi. Je connais pas du tout pour les cosmétiques, donc, mais enfin, il n'y a pas de raison qu'ils soient pas bien de toute façon. Donc, je leur fais assez confiance aussi. Voilà, juste soyez vigilants. Il y a plein de produits qui sont top. Il y en a aussi plein qui le sont moins. Il y a plein de substances qui ne sont pas encore interdites. Alors, je vous disais, hein, voilà, par rapport aux huiles minérales, on sait que c'est pas du tout bon pour la santé, donc c'est interdit dans l'alimentation. C'est autorisé dans les cosmétiques, comme si ça n'allait pas du tout pénétrer dans la circulation sanguine, ce qui est un peu une aberration, mais c'est comme ça. Euh, pour la roséole, la roséole, je réponds juste maintenant, je remonterai après, mais la roséole, c'est une maladie virale aussi, c'est un virus, donc pareil, on peut pas faire grand-chose à part accompagner la fièvre et soulager les symptômes. Les éruptions cutanées, donc il va souvent avoir mal à la gorge un petit peu avant, donc c'est pareil, vous allez soigner la gorge, essayer de donner des produits qui sont un peu frais, pas trop irritants pour la gorge, parce que sinon en général ils sont pas très fins. Et après, pour tout ce qui est apparition cutanée, en général, c'est juste 1 ou 2 jours, c'est assez court. Si vous sentez que ça gêne l'enfant, vous mettez les mêmes produits que ce que je vous ai donné pour l'eczéma, la varicelle, le pied ma bouche, les trucs qui grattent, pour éviter les démangeaisons. Après, sur les boutons en soi, c'est vraiment des apparitions de 24 à 48 heures, ça part très rapidement, il n'y a pas grand-chose à faire. Euh, voilà, et du coup, je vais juste faire le récap, si j'arrive à avancer mes diapos. Voilà, et on arrive au bout. Donc, on va chercher, je l'ai pas beaucoup dit ça, là, là, n'importe quoi. Pour que la peau soit en bon état, il faut qu'elle soit bien hydratée. Donc, l'hydratation, ça passe par tout ce qui est externe. Je vous ai parlé des huiles, des baumes et des trucs à appliquer au quotidien chez les peaux fragiles. Ça passe bien sûr par tout ce qui est hydratation interne. Donc, n'oubliez pas de boire, de donner à votre enfant à boire et tout ce qui va être fruits et légumes, yaourts, voilà, tous ces aliments qui sont un peu aqueux, extrêmement important. On ne peut pas avoir une peau en bon état si on n'a pas assez d'eau. D'accord? Parce que l'élasticité de la peau, elle a besoin d'eau pour pouvoir se faire correctement. Donc, pensez bien à boire correctement. Tout ce qui va être apport d'oméga 3, 6 et 9. Donc, 9, c'est l'huile d'olive, hein. Quelqu'un me demandait pour l'huile d'olive tout à l'heure. Donc, sur la peau, c'est très bien. En interne, donc par voie orale, c'est très bien aussi. Après, pour tout ce qui est oméga 3, pareil, j'en parle dans mon webinaire sur la nutrition. Je peux pas trop m'arrêter plus dessus là. Bien aérer les pièces, passer du temps en extérieur, hein, pour que l'enfant soit en contact en virus et bactéries qui sont à l'extérieur et qui sont encore après se défendre pour créer de la vitamine D et
et que du coup il a un bon système immunitaire. Et la vitamine D, elle est importante aussi dans tout ce qui est cicatrisation de toute façon. Apprendre à gérer le stress. Quand vous avez des enfants un peu nerveux, bah, essayez de comprendre un peu d'où ça vient et de les accompagner là-dedans. Si c'est vous-même qui avez tendance à être nerveux, pareil, essayez de voir en phytothérapie avec les plantes, on peut faire un milliard de choses sur le stress de manière très naturelle. Voilà, c'est des choses qui sont sur le long terme, hein, mais on accompagne le sommeil, on accompagne la gestion des émotions, toutes ces choses-là. Ou après, éventuellement, il y a tout ce qui peut être psychothérapie si vous en avez envie, si vous en avez besoin. Voilà, il y a plein de petites choses aujourd'hui qui existent, hein, pour essayer de gérer un peu le stress au quotidien quand on sent que le stress peut favoriser tout ce qui va être poussé d'eczéma. Limiter les allergènes dans tout ce qui est cosmétique, dans les lessives, au niveau des animaux aussi de compagnie, hein. Si vous avez des terrains atopiques, on évite tout ce qui est animaux de compagnie parce que ça, c'est des nids à acariens et à puces et à microbes. Donc c'est un peu dommage. Mais alors, soit vous pouvez les mettre tout le temps dehors, mais si vous habitez en appartement ou que l'animal est beaucoup à l'intérieur, on va éviter. Si vous avez des enfants qui ont tendance à réagir vite, les vêtements en coton. Pareil, quand vous avez des enfants qui ont la varicelle, mettez bien les vêtements en coton aussi pour éviter que ça gratte sur les boutons. Et du coup, au niveau de l'alimentation, donc tout ce qui apporte d'acide gras, ça fait 25 000 fois que je vous en parle. On limite les sucres rapides. On va limiter les aliments qui sont trop gras parce que ça, c'est pareil, ça va créer beaucoup de surproduction au niveau digestif et ça peut s'exprimer sur la peau. Les produits laitiers, si l'enfant a une peau atopique, je vous conseille, alors jusqu'à 1 an, il faut qu'il y ait un gros apport de produits laitiers. Donc ça va voir avec le médecin, je ne donne pas de recommandation par rapport à ça. C'est indispensable d'avoir un bon apport. Après 1 an, si l'enfant a une peau atopique, on va essayer voilà, de diminuer, de voir un peu quelle est la dose qu'il peut tolérer. Mais s'il a tendance à faire beaucoup de réactions, on va essayer de diminuer au maximum, en tout cas le lait de vache, et essayer de passer par exemple sur du lait de brebis qui est un petit peu plus doux et beaucoup moins pro-inflammatoire. Si l'enfant n'a pas de souci, vous restez avec le lait classique, hein. Tout ce qui va être céréales complètes, complètes ou semi-complètes, parce que vous avez beaucoup dedans de vitamine B, et les vitamines B, c'est indispensable pour tout ce qui est gestion du stress de manière générale, et relaxation et détente. Donc ça, extrêmement important sur les terrains aussi, un peu voilà, sur un pro-inflammatoire. Des légumes à volonté, et puis essayer parfois d'enlever certains aliments, de voir s'il y a enfin, les aliments les plus allergènes, de voir s'il y a ou pas une amélioration. S'il y a une amélioration, vous continuez pendant un bout de temps et vous réintroduisez pour voir, de temps en temps, vous réintroduisez pour voir si l'effet revient, hein, juste à temps que le corps de l'enfant soit prêt à tolérer ces allergènes-là, hein, ça passe en général. Pour les allergènes qui donnent des problèmes de peau, hein. Je ne parle pas des allergies qui donnent des vraies réactions type œdème de Borg, hein. Ça, parfois, ça reste longtemps. Et puis, s'il n'y a pas d'amélioration, c'est que c'est pas ça. Et après, vous pouvez donc toujours les probiotiques. Donc, je vous ai parlé de Biogaia tout à l'heure. On fait attention quand c'est pour un traitement de dermatite ou un traitement post-antibiotique. Le Biogaia, ça ne suffit pas. Tout ce qui va être complément alimentaire, voilà, faites attention à la provenance. Achetez pas n'importe quoi en pharmacie. Voilà, si vous n'êtes pas conseillé, ils sont pas forcément tous bons. Les dosages sont pas forcément adaptés. Il faut être toujours sur des trucs très spécifiques en fonction du problème. Donc, renseignez-vous auprès de quelqu'un qui s'y connaît et qui peut, en fonction de ce que vous dites, vraiment adapter ce qu'il faut prendre. Il y a beaucoup de plantes aussi, hein, qui vont aider pour tout ce qui va être soutien de l'immunité, soutien des fonctions premières de la peau. Donc ça, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un ou à poser des questions à quelqu'un qui s'y connaît aussi un petit peu là-dedans. On peut faire plein de choses. Et après, pour tout ce qui est gestion du stress, hein, je vous ai dit psychologue, psychothérapeute, pas mal de thérapies courtes, de thérapies brèves aussi qui peuvent aider ça. Là, je vous ai mis quelques sources. J'en ai beaucoup plus que ça, mais j'ai pas pu mettre toutes les études que j'ai lues parce qu'il y en avait trop. Euh, Ça, c'est le récap de ce que je viens de vous dire. Donc, on hydrate, on boit bien, on prend des fruits et des légumes ou des aliments aqueux et on met de la crème au quotidien si besoin, ou en tout cas régulièrement. On mange des bons acides gras et pas les mauvais qui sont pro-inflammatoires. On mange de tout et en bonne quantité pour être sûr d'avoir tout ce qu'il faut au niveau apport des vitamines et des minéraux. Attention aux allergènes et on va soutenir la flore bactérienne avec des antibiotiques. Voilà, je vais remonter, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions auxquelles j'ai pas répondu. Alors, l'huile d'avocat, vous pouvez l'appliquer en local? Oui, tout à fait. Alors ça va pas diminuer enfin, en tout cas, ça va limiter l'inflammation. Voilà. Après, ne mettez pas que ça, vous pouvez alterner avec une autre. Mais vous pouvez la mettre en local, oui. L'huile d'amande douce comme émollient. Alors, comme tout ce que je vous ai dit pour l'huile, ça veut dire que l'huile d'amande douce, euh,
Ça va donner un film lipidique, donc ça va protéger la peau. Donc ça peut être bon sur certains moments, mais il faut pas que ce soit que ça, parce que du coup, il n'y a pas d'apport, il y a pas d'apport aqueux dedans, d'accord? Donc ça n'a pas le même intérêt qu'un mélange. C'est pour ça que souvent on renvoie vers les crèmes du commerce si vous les faites pas vous-même. Ça n'a pas le même intérêt qu'un mélange avec un truc à base d'eau. Et voilà. Mais si vous mélangez l'huile d'amande douce avec avec autre chose, ça peut être très bien. Et pas forcément au quotidien. Après, l'huile d'amande douce, on va éviter avant l'âge de 4 mois, parce que l'amande, c'est pro-allergisant. Donc, à partir du moment où l'enfant a 4 mois et qu'on peut commencer la diversification alimentaire, il n'y a pas de souci. Avant l'âge de 4 mois, on va éviter l'huile d'amande douce. L'aloe vera, j'ai répondu, c'est très bien. L'huile d'olive, j'ai répondu, c'est très bien. Au quotidien, il faut laver à l'eau. Si calcaire, pas trop asséchant, ça va dépendre de votre eau. Si, en fait, vraiment, ça, c'est des choses, je ne peux pas vous faire de réponse générale. Si vous voyez qu'en utilisant l'eau de votre robinet, l'enfant a la peau beaucoup plus abîmée, bah, c'est peut-être qu'effectivement, votre eau, elle est trop calcaire. Et dans ces cas-là, vous pouvez laver avec une eau micellaire ou autre chose, à partir du moment où vous contrôlez tout ce qu'il y a dedans. Après, si vous lavez à l'eau et que l'enfant n'a pas de réaction, c'est très bien. Mais voilà, au pire, si c'est vraiment trop calcaire, quand vous trouvez qu'il a des tendances à faire un peu que vous avez un risque d'érythème, vous lavez à l'eau et vous mettez un petit peu de liniment après par-dessus. Comme ça protège. Mais ça va vraiment dépendre de votre eau. Qu'est-ce qui peut être utilisé sans ordonnance? Si c'est toutes les crèmes de change que je vous ai mis tout à l'heure, oui, ça peut être utilisé sans ordonnance. Toutes celles que je vous ai mis, c'est des crèmes en libre service, hein. J'ai rien, à part le tridézonite qui est prescrit par un médecin, enfin les crèmes aux corticoïdes, pardon. Tout ce que je vous ai dit là, ce sont des choses que vous trouvez en pharmacie ou parapharmacie. Les riplast, c'est pas l'idéal, c'est pas catastrophique, c'est pas l'idéal. Voilà, c'est de la pâte à l'eau. Pourquoi pas quand vous avez des érythèmes déjà installés. Si vous, de toute façon, si vous avez le pot, vous terminez. Voilà, c'est pas l'idéal. Après, c'est pas le pire. C'est moins embêtant que par exemple Bépantane et Méthosie, on va dire. Est-ce que le soulagement des démangeaisons, ça marche aussi pour les piqûres de moustiques? Oui, 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 tout à fait. Vous pouvez essayer. Après, si c'est des enfants qui font des allergies aux piqûres de moustiques, ce sera peut-être pas suffisant, mais vous pouvez tout à fait essayer pour ça. Euh, Pardon, c'est quoi l'application? Je suis désolée, je ne sais pas. La personne qui a écrit pardon, c'est quoi l'application? Je ne sais pas à quoi elle faisait référence, donc je veux bien que vous reposiez votre question. Excusez-moi. Ah, c'était l'application, pardon, oui, dont j'ai répondu après. Ok, c'est bon. En 20 minutes, j'ai perdu la mémoire. Est-ce que le lait de chèvre est aussi pro-inflammatoire? Oui et non. Dans l'ordre, le plus inflammatoire, c'est le lait de vache. Un peu moins, vous avez le lait de chèvre et beaucoup moins, vous avez le lait de brebis. Le lait de brebis, c'est des protéines qui sont beaucoup moins grosses et qui vont faire beaucoup moins de dégâts quand ça passe dans la circulation. Donc, si vous avez un enfant qui réagit très fort au lait de vache, il vaut mieux passer sur du lait de brebis. Dans un premier temps, attendre que l'inflammation diminue vraiment et après essayer de voir s'il tolère le lait de chèvre. Mais parfois, oui, le lait de chèvre est mieux toléré. C'est moins pire que le lait de vache. C'est moins bien que le lait de brebis. Voilà. Après, s'il tolère le lait de vache, je suis pas en train de dire que mettez tous les enfants au lait de chèvre, hein. D'accord? Là, je parle juste quand vous avez des réactions au lait de vache, hein. Une recommandation pour une crème solaire parfaite pour tous en crèche. J'ai pas d'exemple en tête, mais pour les crèches, je vais faire une liste des crèmes solaires possibles, comme ce que j'ai fait pour les crèmes de change. J'ai juste pas eu le temps de le faire ce soir. Après, avec l'application que je vous ai faite là, vous allez en pharmacie, vous regardez celles qui sont abordables, pas trop chères, vous regardez la composition et voilà, vous prenez une qu'on trouve assez facilement et voilà, je ferai tout ça, mais j'ai pas eu le temps encore. Euh, le replay du webinaire sur les maladies hivernales, où peut-on le trouver? Ce que vous pouvez faire, c'est que dans le document que je vous ai mis en pièce jointe, vous avez mon adresse mail. Envoyez-moi un mail et je vous renverrai le lien. C'est ce qu'il y a de plus simple. Pouf, d'accord. Même question, j'aimerais beaucoup pouvoir retrouver le webinaire. Pareil, voilà, si vous avez dites-moi si vous n'arrivez pas à avoir le doc que j'ai mis en pièce jointe, parce que c'est la première fois que je fais ça, donc je sais pas. Mais de sinon, vous avez mon adresse mail, vous m'envoyez un petit mail. Que pensez-vous du Cicalfate pour une crème de change? Alors le Cicalfate, il y a de la paraffine dedans. Voilà. Donc, c'est pas l'idéal. Après, c'est comme pour tout. Ça veut dire, si vous me dites que vous en mettez une fois tous les 6 mois, c'est absolument pas grave, d'accord? Mais si vous utilisez ça assez fréquemment, essayez de passer sur autre chose. Croûte de lait. Que conseillez-vous pour les croûtes de lait tenaces? Je suis désolée, je me suis pas du tout penchée sur cette question-là pour ce soir, pour tout ce qui est dermite séboroïque. Est-ce que vous pouvez juste m'envoyer un mail aussi et je vous répondrai. Ça me prendra pas très longtemps de juste regarder, mais je veux pas vous dire de bêtises, donc je vais pas répondre là directement. Il va falloir un litre d'eau, oui, au moins, même deux, même je crois, 2 litres d'eau.
Est-ce qu'on peut laver avec un hydrolat? Oui, vous pouvez. C'est juste que l'hydrolat, c'est quand même. Enfin, vous pouvez, comme avec de l'eau, voilà, tamponner. Après, je vous conseille pas de laver à l'eau au savon juste parce que c'est assez cher et que ça pas, voilà, c'est pas forcément intéressant. Mais par contre, comme vous lavez le siège de l'enfant avec l'eau du robinet, ça, effectivement, quand la personne m'a demandé si l'eau était calcaire. Est-ce que c'était pas top? En fait, oui, j'ai pas. Merci de mettre ça parce que j'y ai pas pensé. Mais vous pouvez du coup remplacer avec de l'hydrolat quand c'est juste des urines. Voilà, vous essuyez avec un hydrolat de lavande ou de mélisse, c'est très bien. Et on a une réponse pour les croûtes de lait. Effectivement, le lait maternel, mais le lait maternel, c'est assez miraculeux pour pas mal de choses. Ça marche bien. Mitosil naturel. Qu'est-ce que c'est que le mitosil naturel? De base, les crèmes mitosil, j'en connais pas beaucoup qui sont bien. Je sais qu'ils ont plusieurs gammes, elles sont pas top. Alors, tout le monde va me dire, ils ont changé la formule récemment. Oui, ils ont changé la formule, ils ont enlevé le BHA, qui était un énorme perturbateur endocrinien, et on sait très bien. Mais à la base, ils ont rajouté de la gelée de pétrole, ce qui est pas forcément mieux. Voilà, donc de base, le mitosil, il n'y a pas grand-chose qui est trop adapté aux enfants. Encore une fois, si vous en mettez une fois de temps en temps et qu'à côté de ça, vous faites attention à tout, absolument pas grave, hein, d'accord? Je suis pas en train de vous dire que c'est dramatique, mais si vous avez tendance à en mettre assez fréquemment et qu'en parallèle, vous utilisez un gel lavant, une crème, tout ça, bah, faites attention parce que c'est la multiplicité des produits avec des perturbateurs endocriniens qui peuvent sur le long terme créer des soucis. Euh, Ok, pas de souci pour partager, hein, vous partagez avec qui vous voulez de toute façon. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois quelqu'un écrit, donc je vais juste attendre. Voilà, n'hésitez pas à faire un retour hein, quand vous raccrochez. Eh ben, je vous en prie. J'attends 5-10 minutes, voir s'il y a d'autres questions. Et sinon, merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup. Bon, a priori, il n'y a plus de questions. Merci beaucoup à vous, en tout cas, hein, pour tous ces retours. Voilà, vous recevrez automatiquement le replay de toute façon. Voilà. Et ben, bonne fin de soirée à tous, du coup. Et puis à bientôt. Le prochain, il sera au mois de juin. Il n'y en aura pas au mois de mai. Voilà. Au mois de juin, ce sera sur tout ce qu'on peut utiliser comme produit naturel pour les enfants. Je le ferai avec une autre de mes collègues qui est un peu formée comme moi sur toutes ces questions-là. Et donc, on parlera de tout ce qui va être justement hydrolat, huile essentielle, quels sont les produits qu'on peut ou pas utiliser sur les enfants, qu'est-ce qui est intéressant, pourquoi est-ce que c'est plus intéressant parfois de se tourner vers des produits moins naturels, un peu plus transformés, et lesquels sinon sont très intéressants. Voilà, on parlera beaucoup plus spécifiquement de tout ça. Si vous avez, je l'ai pas dit, mais pour les quelques participants qui restent, si vous avez d'autres idées de webinaires qui vous intéressent, vous n'hésitez pas aussi hein, à le mettre dans les commentaires. Euh, voilà, je vous garantis pas qu'on pourra répondre à tout, mais nous, ça nous donne aussi des idées de thèmes sur ce qui peut intéresser. Voilà. Et ben, je vais raccrocher. Donc, troubles alimentaires, j'en avais un petit peu parlé dans mon webinaire sur l'alimentation. Après, c'est compliqué parce que c'est très, très, très large. Mais et c'est des prises en charge très individualisées pour le coup sur les troubles alimentaires. Donc j'avais fait une approche un peu généraliste. Après, c'est compliqué de faire quelque chose de très large sur ce thème spécifique pour les enfants parce que ça recoupe énormément de situations.
Sur les tout petits petits, vous voulez dire? Sur les primas, ça va dépendre sur quel sujet. Enfin, voilà, je sais pas trop ce que vous voulez dire par cette question-là. Il y a des choses sur lesquelles oui et des choses sur lesquelles pas forcément. Voilà. Oui, on en parle au mois de juin. Sur les huiles essentielles compatibles avec bébé et enfant, ce sera mon webinaire du mois de juin. Voilà. Pour recevrez normalement, de toute façon, automatiquement une invitation pour le webinaire si vous êtes inscrit à celui-là. Euh, Bah, en fait, pour les prémas, si vous voulez, ça va être, ouais, enfin, ça va être tout ce qui va être, bah, déjà tout ce qui va être produit d'hygiène ou voilà, tout ce qui va être, oui, enfin, quotidien à mettre en place, hein, que ce soit au niveau de l'alimentation, du rythme, de l'installation des enfants, ces choses-là. Voilà. Il va falloir que je raccroche parce qu'après, ça va être trop long. Je vais me faire taper sur les doigts par, par mon entreprise. Je vous en prie. Crème à appliquer pendant la grossesse, pareil, je vais pas me lancer dedans maintenant parce que trop compliqué comme sujet. Toutes les crèmes pour les enfants, aucun problème pendant la grossesse. D'accord, ça vous pouvez l'avoir en tête. Donc toutes les listes que je vous ai mis là, ou et sinon vous regardez sur l'application que je vous ai donnée, c'est pareil, il le précise. Ouais, tout à fait. Et ils disent, elle est très très bien cette application, hein. On a des super gens qui bossent très bien pour nous. Elle est gratuite et je me dis, on a un super service parfois où c'est très bien analysé. Ils vont vous dire ça c'est bon pour tout le monde, ça c'est pas bon pour les femmes enceintes. Donc voilà. Les crèmes que vous aimez bien, vous checkez. Je vous dis pas de prendre toutes les crèmes de pharmacie et de tout regarder. Vous prenez celles que vous aimez bien et vous regardez si elles sont bien. Et le jour où vous en trouvez une bien, vous la gardez. Voilà. Bonne fin de soirée à tous.